14 h sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h. Bonjour à tous, bonjour Valentin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Dans l'actualité, on va revenir sur cette question. Est-ce que c'est la dernière rentrée de François Bayrou? Le Premier ministre tentera une nouvelle fois de convaincre lors d'une conférence de presse demain à 16 h. Il veut justifier son budget et les coupes budgétaires qui vont avec. Le gouvernement craint la censure dès le 22 septembre et redoute le blocage du pays avant cela. Un SDF soupçonné de 4 meurtres à Choisy-le-Roi. Sa garde à vue s'est terminée ce matin. L'individu a été déféré au tribunal de Créteil. Il pourrait être mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir tué 4 hommes dont les corps ont été retrouvés dans la Seine. C'était le 13 août dernier. On en parle dans cette édition. Une centrale nucléaire et un terminal pétrolier visés par une attaque de drones russes dans la nuit. Voici comment l'Ukraine réagit lorsque ses appels à la paix sont ignorés, dit Volodymyr Zelensky. Alors que l'Ukraine célèbre les 34 ans de son indépendance aujourd'hui en présence d'un émissaire américain. Nous serons à Kiev dans un instant. Et enfin, jusqu'à 3 heures de retard à Paris pour un train en provenance de Perpignan. D'autres voyages perturbés également dans le sud-est à cause de cet incendie survenu près des voies de la ligne TGV entre Valence et Avignon. Nous retrouverons notre envoyé spécial Damien Charton devant la gare de Lyon-Pardieu. Cela ressemble à un véritable baroud d'honneur pour François Bayrou qui va donc prendre la parole demain à partir de 16 h. Ça sera à suivre naturellement sur l'antenne de BFM TV. Et il se peut, Fanny, que François Bayrou ait parlé de ce sujet il y a quelques jours de cela avec le président à Bormes-les-Mimosas. On va poser la question à Sophie Dupont, que l'on rejoint devant le fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas dans le Var où séjourne donc, on le sait, le président pour l'été, encore quelques jours. Sophie, Emmanuel Macron qui a donc convié, on s'en souvient, jeudi soir, le Premier ministre à dîner. Et peut-être que cette stratégie à adopter a été évoquée lors de ce repas. C'est en tout cas ce que laisse entendre Matignon aujourd'hui. Car ce dîner entre le président de la République et son Premier ministre, il a eu lieu jeudi soir, ici même à Brégançon. Et moins de 48 heures après, Matignon a donc annoncé cette conférence de presse demain à 16 h par François Bayrou. Matignon qui a fait cette annonce en ayant bien rappelé en amont que les deux hommes s'étaient rencontrés cette semaine. Manière de faire comprendre que cette conférence de presse elle a tout simplement été validée par le chef de l'État au moment où François Bayrou est menacé de censure sur le budget et où les appels au blocage et à la grève se multiplient. Les contours de cette conférence de presse demeurent pour l'instant flous, mais le Premier ministre a besoin de prendre à partie à nouveau les Français, de tenter de les convaincre et d'envoyer aussi des messages aux oppositions, notamment au Parti socialiste dont dépend sa survie à Matignon. Le gouvernement qui va en parallèle lancer les concertations avec les syndicats et les formations politiques, toujours sur le budget. L'exécutif qui, vous l'aurez compris, a un objectif en cette rentrée, la stabilité à laquelle a justement appelé Emmanuel Macron en début de semaine. Le chef de l'État qui, lui, poursuit son séjour ici au fort de Brégançon, qui n'est pas encore pour l'heure partie de sa résidence d'été, mais qui va vite être attrapé par la situation internationale, car il est attendu mercredi en Moldavie, toujours sur fond de guerre en Ukraine. Sophie Dupont avec Agathe Pichon. Léopold Holbert nous avait rejoint en plateau, journaliste et membre du service politique de BFM TV. François Bayrou parle donc demain à 16 h. Des ministres n'étaient même pas informés de cette conférence de presse, de ce rendez-vous. C'est un peu le baroud d'honneur qu'il fait en solo, là. Alors oui, là il va parler, mais on peut préciser qu'il a déjà parlé en juillet, qu'il a déjà parlé tout l'été sur les réseaux sociaux et qu'il a parlé également hier soir dans le Parisien et dans la Tribune dimanche. Reste à savoir ce qu'il lui reste à dire en fait à François Bayrou après avoir autant occupé l'espace médiatique. Alors pour différentes raisons. Hier soir, il expliquait notamment chez nos confrères du Parisien savoir qu'il était minoritaire, que seule l'adhésion des Français pouvait changer les choses dans ce climat de rapport de force. C'est la chute de la falaise ou le chemin pour s'en sortir. Bon, la question, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on a dressé le constat, qu'est-ce qu'on va avoir de plus demain, sachant que en juillet, la conférence de presse avait un objet qui avait le mérite au moins d'être clair, c'est-à-dire présenter les contours du futur budget, ces 44 milliards d'euros. On avait une sorte de graphique, on voyait quels étaient les secteurs concernés et ça nous avait au moins apporté des précisions, qu'on soit d'accord ou pas, il y avait quelque chose de posé sur la table. Pourquoi fait-il le choix demain de reprendre la parole à 16 h sous un format de conférence de presse, interrogé par des journalistes? Est-ce pour apporter des précisions sur des points sur lesquels il n'aurait pas été compris potentiellement? Veut-il de nouveau prendre d'abord, premièrement, les Français à témoin sur la nécessité de faire des économies? Deuxièmement, les partis politiques et les oppositions à témoin pour leur dire à quel point il serait irresponsable de
potentiellement faire tomber ce gouvernement ou de revenir sur des mesures. Peut-être aussi veut-il, comme il l'a déjà commencé à distiller dans l'air, ouvrir le dialogue sur différents points. Certains commencent à dire potentiellement sur les fameux 2 jours fériés annoncés comme étant supprimés, changer de date, revenir sur le nombre de jours fériés. Bref, tout semble être sur la table, mais c'est vrai qu'il faut faire attention en politique. Parler, d'accord, mais parler pourquoi ? Là, de la part des Français, on se met à la place des Français qui vont regarder demain cette conférence de presse. Si c'est pour dire exactement la même chose, quand même un sentiment de réchauffer qui est très risqué pour lui. Sentiment de réchauffer. Alors vous le disiez, tout l'été, le Premier ministre a multiplié les canaux de communication sous toutes ses formes pour toujours essayer de convaincre, de faire de la pédagogie sur ce budget. Mais on l'a senti aussi un peu seul au cœur de l'été. À part Catherine Vautrin qui a un peu parlé de la fraude sociale, finalement, est-ce qu'il n'y a pas, il manque pas des poids lourds un peu du gouvernement pour l'aider dans cette tâche ardue? Alors on se souvient que pendant la première conférence de presse de juillet, il était entouré, François Bayrou, par son équipe gouvernementale. Même des membres de l'opposition qui étaient présents, qui avaient été conviés, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National, Éric Coquerel pour la France Insoumise, qui étaient là et qui ont assisté, qui avaient réagi derrière en faisant part de leur désapprobation. On n'a pas, au moment où on se parle encore, les contours précis de la conférence de presse de demain. Je ne peux pas vous dire qui sera invité. Ce qu'on comprend, c'est que tout est encore ouvert. On verra si, cette fois-ci, les oppositions sont là, si des syndicats sont présents. Ça, les contours ne sont pas encore dessinés. Mais oui, il y a une image qui est importante pour lui dans ce récit, c'est de montrer qu'il n'est pas seul à la manœuvre et qu'il tient son équipe en quelque sorte. Ça sera effectivement un enjeu au-delà du message d'unité important, alors qu'on le rappelle, la France Insoumise a annoncé déposer dès la rentrée parlementaire le 23 septembre prochain une motion de censure. Et on verra, mais peut-être vous pouvez poser la question à notre invité Mathieu Vallet qui nous a rejoint, effectivement, ce qu'il va faire dans les prochaines semaines et si oui ou non le RN se joindra à cette motion. Justement, Mathieu Vallet, bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de BFM TV. Vous êtes député européen du Rassemblement national. On sait que le RN, par le passé, a déjà voté une motion de censure pour faire tomber Michel Barnier, une motion de censure déposée par la gauche. Est-ce que ça sera cette fois-ci bis repetita ? Pour l'instant, François Bayrou prend tout droit le chemin de la censure par des non-mesures qu'il ne prend pas en compte de celles que Marine Le Pen a présentées le 25 juillet. D'ailleurs, la France Insoumise fait ses universités d'été. On ne sait toujours pas ce qu'ils vont présenter comme budget pour les Français. Parce que quand on voit qu'en 2024, il y a eu moins de 80% de véhicules de police et de gendarmerie qui ont été annulés, quand on voit qu'il manque 2 milliards pour les casernes de gendarmerie pour accueillir correctement les gendarmes, les loger leurs familles, accueillir les citoyens dans des dépôts de plainte par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire sur les crédits d'appui judiciaire puisque M. Darmanin était sur les prisons de haute sécurité cet été avec M. Retailleau qui est actuellement en Outre-mer. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour on leur posera la question quand on les également sur l'antenne. On voudrait revenir sur François Bayrou et déjà ce que vous en pensez. Oui, mais François Bayrou, c'est leur chef. Donc nous, on va être attentifs sur les... Non, mais François Bayrou, c'est le chef de ce gouvernement. Donc c'est le chef de ses ministres. Qu'est-ce qu'il va proposer? Marine Le Pen a proposé, par exemple, que sur les énergies intermittentes photovoltaïques, solaires, hydroélectriques, on puisse revenir dessus, parce que c'est 6 à 8 milliards. Sur les prestations sociales que touchent rapidement les étrangers en France au contributif, c'est pareil, c'est 17 milliards. Donc il y a des économies à faire. Nous, on a nos pistes qui sont déjà évoquées depuis plus d'un mois. Et pardon de le dire, mais nous, on ne fait pas confiance du tout à la France Insoumise, qui est finalement la spécialiste du pourrissement des réseaux et des manifestations sociales dans notre pays. Voilà, donc j'en termine là. Le 10 septembre, comme le 23 septembre, nous prendrons le mandat que les Français nous ont donné, donc 11 millions et demi d'électeurs, plus celles et ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure et grandissent, pour défendre l'intérêt des Français et Françaises. Moi, le 10 septembre, pour les téléspectateurs, 10 septembre, c'est cette mobilisation citoyenne, évidemment, contre notamment le projet de budget. Et puis, donc, le 23, le 22 septembre, c'est la rentrée parlementaire. Donc ça, ce sont les occasions que le Rassemblement national compte bien mettre à profit pour réitérer ses propositions, ses solutions alternatives. Mais nous, évidemment que nous, tous nos électeurs, les concitoyens qui veulent aller sur ces rassemblements populaires déclarés et républicains qui font partie de notre Constitution le 10 septembre, il n'y a aucun souci. Je voyais que votre collègue allait me poser une question sur le 10 septembre également, si je peux y répondre. Oui. Ah oui, moi le 10 septembre, je siège au Parlement européen à Strasbourg. On siège une semaine par mois pour arrêter les dingueries des technocrates. Et je rappelle que Manon Aubry, qui est la chantre de cette récupération politique et du pourrissement des mouvements, je vous l'ai dit, sociaux dans notre pays, elle fait jamais rien au Parlement européen. Elle était à tu-à-toi en accolade avec Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lorsqu'elle était investie en juillet 2024, et elle a rien fait pour les agriculteurs, pour les entreprises, pour la lutte. Oui, mais le problème, c'est que ces gens-là, ils partent. On imagine bien. J'aimerais avoir votre réponse sur le 10 septembre, par exemple, et sur votre participation. Le 10 septembre, moi, je vais travailler pour défendre les Français et les Français au Parlement européen. Le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il va faire le 10 septembre par rapport à cette mobilisation? Avant le 10 septembre, nous, depuis l'été, on a travaillé, on a fait des devoirs de vacances pour François Bayrou, qui pour l'instant, pour avoir un bonnet d'âne, puisqu'il nous a absolument pas répondu. J'espère que la conférence de presse demain nous éclairera sur la réponse aux différentes sources d'économie qu'on a proposées
avec Marine Le Pen. On a parlé aussi de la fraude, évidemment, fiscale et sociale. On a parlé aussi, vous le savez, de la réduction du budget de la France à la contribution du pot européen. Donc on a fait beaucoup de propositions. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse pas les poches des Français. 0 taxe, 0 impôt en plus. Mais là, c'est pareil. J'entends, et je termine sur ça, M. Mélenchon qui veut qu'on taxe les riches, qui commence à se taxer soi-même, puisqu'il est millionnaire. Voilà, donc il montre l'exemple aux Français, puisque les Français ne peuvent plus accepter que des gens leur fassent à son morale. C'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc nous, on travaille ardemment depuis l'été. On sera à l'Assemblée, au Parlement européen et au Sénat pour défendre les Françaises et les Français. C'est le mandat qu'ils nous ont donné. Ils nous ont pas demandé, finalement, de récupérer des mouvements apolitiques qui se veulent populaires dans la rue. Ils nous ont demandé de défendre les Françaises et les Français à l'Assemblée nationale, et on votera la censure si M. Bayrou continue à persister dans ce comportement irresponsable qui est de supprimer des jours fériés, de créer des taxes et des impôts, et finalement d'accabler les Français des prélèvements obligatoires qui sont les plus élevés d'Europe. Vous ne soutenez pas officiellement ce mouvement citoyen, et pourtant vous agitez le chiffon de la censure. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire doubler par Jean-Luc Mélenchon qui semble parler au peuple là et qui occupe l'espace? Jean-Luc Mélenchon, pour nous doubler, il faudrait déjà qu'il soit à la hauteur de la voiture du Rassemblement national. Il est quand même 2 voitures derrière sur l'autoroute. Je veux dire que on n'a aucune proposition. Nous, on soutient les gens qui veulent aller à ce rassemblement, mais on ne veut pas récupérer ce mouvement. D'ailleurs, personne n'a souhaité, dans l'organisation, dont on a du mal à dire qui l'organise, à part les réseaux sociaux, qui récupère ce mouvement par un parti politique. Donc nous, on soutient tous ces citoyens qui veulent manifester pacifiquement, et j'espère qu'une fois de plus, ces mouvements populaires ne seront pas volés par des gens irresponsables, des fous furieux de la route. Vous savez, j'étais commissaire de police lors des Gilets jaunes. Au début, sur les ronds-points, j'ai vu des retraités, j'ai vu des actifs, j'ai vu des étudiants, j'ai vu des gens qui ne s'en sortaient plus, notamment des campagnes et des zones périurbaines dont ne parle jamais la France insoumise. Et ces gens-là voulaient pouvoir revendiquer pacifiquement des propositions sur le pouvoir d'achat, la lutte contre la hausse du prix de la vie, la hausse du prix de l'essence, voilà, pour me rappeler de ça. Et moi, après, j'ai dû faire face à des gens d'ultra-gauche et d'extrême-gauche qui ont voulu récupérer le mouvement, qui ont bordélisé la rue, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre et qui finalement ont volé les revendications originelles de ce mouvement. Donc moi, c'est pas ce que je veux le 10 septembre. Le 10 septembre, s'il y a un rassemblement, je le veux populaire, je le veux pacifique, je le veux expressif et je le veux représentatif de notre société française qui aujourd'hui n'en peut plus de payer parce que c'est toujours les mêmes qui payent. Et je rappelle que dans les dépenses folles que veut faire la France insoumise, c'est toujours plus d'immigration, toujours plus d'assistés, toujours plus de personnes qui ne travaillent pas. Nous, c'est pas notre cas, on défense le travail, l'effort et le mérite. Voilà ma position sur le 10 septembre. On est très clair et on discutera. Voilà, nous, avant de mettre une censure, on discute, on est civilisé, on aime bien débattre parce que les Français, c'est ce qu'ils nous demandent. Merci Mathieu Vallée de nous avoir donné votre point de vue. Léopold Audebert, pour terminer sur ce point, on sent bien par rapport au discours des oppositions diverses, mais aussi de ce mouvement citoyen qui est en train de s'organiser, que François Bayrou, là, il joue son va-tout en quelque sorte. Oui, effectivement, parce qu'il y a cette colère dans la rue potentiellement, même si on verra quelle sera l'ampleur de ce mouvement multisectoriel, et puis cette colère potentielle coalisée contre lui à l'Assemblée nationale. Donc il y a plusieurs, si je résume, épées de Damoclès en fait, sur la tête de François Bayrou, au-dessus de lui qui plane. Et je pense que s'il fait cette conférence de presse, c'est parce qu'il en a conscience. Mais reste à savoir si en avoir conscience est suffisant pour éviter que, personnellement pour lui, ce drame arrive. Si je parle de vraiment personnellement ce qui pourrait lui advenir, on verra dans les prochaines heures, prochaines semaines, ce qu'il a encore dans son chapeau, potentiellement, pour éviter qu'il ne tombe. Merci beaucoup, Léopold Audebert. On en reparle tout au long de l'après-midi et également demain, puisque BFM TV va naturellement bouleverser son antenne à partir de 15h pour une édition spéciale à suivre avec nos invités, nos experts pour décrypter cette conférence de presse du Premier ministre, donc on le rappelle, qui parle à 16h. On parle d'un tout autre sujet maintenant, c'est Choisy-le-Roi, avec ces 4 corps retrouvés dans la Seine le 13 août dernier. Boris Karlamov, bonjour, journaliste du service police-justice de BFM TV. Le SDF placé en garde à vue, finalement, est soupçonné de 4 meurtres. Il a été déféré devant un juge, c'est ça? Absolument, après 96 heures d'audition et l'ouverture d'une information judiciaire ouverte du chef de meurtre en concours. On va rappeler que c'est une infraction plutôt rare qui désigne des crimes commis en série sans qu'aucune condamnation ne soit intervenue entre eux. Il est donc présenté en ce moment même au tribunal judiciaire de Créteil à un magistrat instructeur, puis il passera devant un juge des libertés de la détention qui va devoir statuer sur son placement en détention provisoire. On va rappeler que le ministère public a requis ce matin sa mise en examen et son placement en détention provisoire. Quant au second suspect, souvenez-vous, qui avait été interpellé jeudi dernier, il a été relâché hier soir sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Ce qui concerne le principal suspect,
On sait que lors de sa garde à vue, qui a duré 96 jours, donc 96 heures, donc 4 jours, il n'a pas dit grand-chose lors de cette garde à vue, si ce n'est même qu'il a même menti sur son identité. Oui, absolument, puisqu'il s'est présenté sous l'identité de Ahmed Ben Ali, né à Oran, en Algérie, le 6 septembre 2000. Pendant ces 4 jours de garde à vue, il a tout nié fermement, gardé le silence. Impossible de connaître son mobile, son identité n'a pas pu être confirmée, mais selon les enquêteurs, il s'appellerait en réalité Monji et serait de nationalité tunisienne. Il habitait dans un squat au bord de Seine, à Choisy-le-Roi, tout près des lieux de la découverte du corps. Quelles sont les pistes exploitées par les enquêteurs pour tenter d'expliquer ce quadruple meurtre? Alors, les enquêteurs le suspectent aujourd'hui d'avoir commis ces crimes en série pour des motifs homophobes qui seraient peut-être liés à l'orientation sexuelle de ces victimes, une aversion qui pourrait notamment découler de la religion du suspect, adepte de l'islam salafiste, très rigoriste et conservateur. C'est une piste comme une autre, il faut faire preuve de prudence aujourd'hui quant aux mobiles homophobes dans cette mystérieuse affaire. Merci beaucoup Boris Karlamos. On reviendra également sur le profil des victimes un peu plus tard. Dans l'actualité, à 14h15 à présent, l'international et l'Ukraine qui fête aujourd'hui les 34 ans de son indépendance. Le pays qui se détachait officiellement donc en 1991 de l'URSS. Une célébration organisée notamment aujourd'hui à Kiev. Effectivement, Pierre Barbin, vous êtes sur la place Maïdan. La cérémonie pour célébrer l'indépendance s'est déroulée devant la cathédrale Sainte-Sophie en présence notamment du Premier ministre canadien, Carney, ou encore de l'émissaire américain Kellogg. Volodymyr Zelensky a rappelé que son pays se battrait jusqu'au bout pour sa liberté, c'est ça? Oui, parce que si tous les événements officiels ont de nouveau été annulés justement à cause de cette guerre, par exemple, il n'y a aucun défilé cette année une nouvelle fois ici près de la place Maïdan. Il y a tout de même eu une cérémonie solennelle avec un discours bien évidemment de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a expliqué, et nous protégerons notre indépendance, nos terres et le droit à une vie autonome nationale pour tous les Ukrainiens afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre en sécurité sur leur terre et avec leurs propres règles. Voilà ce qu'a dit le président ukrainien devant la cathédrale Sainte-Sophie. Il a expliqué aussi une nouvelle fois la volonté de tout son pays de signer un accord de paix rapide et enfin de mettre fin à cette guerre que l'Ukraine subit depuis près de 3 ans et demi. Malgré tout, le pays vit et célèbre son 34e anniversaire de cette indépendance. Il y a beaucoup de monde ici sur la place Maïdan parce que cela reste un jour de fête. On voit beaucoup d'Ukrainiens habillés en costume traditionnel avec le drapeau ukrainien sur les épaules. Ils viennent aussi rendre hommage aux trop nombreux soldats morts sur le front depuis plus de 3 ans et demi. Donc ça reste malgré tout ici aujourd'hui un jour de fête. Pierre Barbin, vous évoquez justement cette guerre qui se poursuit malgré tout, avec encore sur le terrain des frappes qui se poursuivent. D'un côté, le ministère russe de la Défense qui annonce la prise d'une localité, une nouvelle, Filia, et de l'autre, l'Ukraine qui a lancé une série d'attaques de drones, notamment sur un site nucléaire et un terminal pétrolier en Russie. Oui, notamment donc principalement sur des infrastructures énergétiques russes visées donc par des drones ukrainiens. L'un d'eux a d'ailleurs été abattu par la défense antiaérienne russe, mais cela a causé donc un incendie sur un terrain de cette centrale nucléaire située dans la région russe de Koursk. Cet incendie a depuis été éteint. Voilà ce qu'expliquent les autorités russes ce matin. Il y a aussi donc eu des frappes, des drones qui ont visé un dépôt pétrolier, cette fois à proximité de la ville de Saint-Pétersbourg. Mais c'est vrai que l'on sait que depuis plusieurs semaines, l'Ukraine vise volontairement les raffineries et les dépôts pétroliers en Russie pour tenter de lutter contre l'ennemi dans cette guerre. En parallèle et donc à l'inverse, il y a toujours la Russie qui continue à avancer sur le terrain avec donc des nouvelles localités, de nouveaux villages qui sont repris chaque semaine. C'est ce qui explique, c'est ce qu'annonce en tout cas à chaque fois l'armée russe sur son compte Telegram. On sait aussi, et c'est une annonce qu'a fait Kiev en milieu de semaine, que la Russie serait en train d'accumuler des troupes dans une zone de l'Ukraine occupée à proximité cette fois de la ville de Zaporijia, ce qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir une nouvelle offensive militaire dans les jours ou les semaines à venir.
Merci beaucoup Pierre Barbin avec Fantine Danzer. Général Pellistrandi, bonjour, je me tourne vers vous. L'Ukraine qui a attaqué donc cette nuit une centrale nucléaire et un port pétrolier russe, ça peut déstabiliser le Kremlin, ça ? Alors, en tout cas, ça perturbe l'économie russe. Pourquoi ? Parce que en touchant les infrastructures énergétiques et en particulier les raffineries, eh bien, a priori, il semblerait que 15% justement des capacités de raffinage russes sont hors service. Et donc, ça veut dire que la Russie a moins d'hydrocarbures à exporter. Et ce qui fait que, et on le sait, dans certaines régions de la Russie maintenant, eh bien, il y a une forme de pénurie. Et donc, les gens sont obligés de faire la queue aux stations de carburant. Donc, ça, c'est pas bon pour l'économie russe. Or, Vladimir Poutine a impérativement besoin de faire rentrer des devises en exportant ses carburants. Il y a cette autre question, on va revenir sur cette célébration du 34e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, avec ces invitations que le président a lancées au Premier ministre canadien, à l'émissaire américain en Ukraine de venir donc à Kiev et y participer aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi une façon de montrer une image aussi unie du côté du continent américain que celle qu'il montre avec l'Europe face à la Russie ? Alors oui, c'est important. La présence du Premier ministre canadien est très symbolique. Alors, et s'inscrit dans ce soutien et notamment dans la coalition des volontaires, le Canada faisant partie de cette coalition des volontaires. La présence du général donc Keith Kellogg est importante. Pourquoi ? Parce qu'il est l'émissaire de Donald Trump et lui soutient l'Ukraine. Donc ça, c'est un élément important. Et je mettrai en parallèle, parce que c'est quand même très lié, cette semaine, le président Emmanuel Macron, le Premier ministre polonais et le chancelier allemand vont aller en Moldavie, justement pour le 34e anniversaire, en quelque sorte, la Moldavie et l'Ukraine, qui sont issus de l'ex-Union, l'URSS, eh bien, sont dans... L'Ukraine est en guerre, mais la Moldavie est aussi menacée par la Russie. Donc on a ce soutien affirmé des Occidentaux, Européens et Canadiens, voire américains, donc à l'indépendance de l'Ukraine et de la Moldavie. Et ça, ce sont des éléments très importants, des messages envoyés à Moscou. Merci, Général Pellistrandi. On reparle de ce sujet tout à l'heure avec vous. On revient en France avec cette pagaille sur les voies SNCF dans le sud-est de la France. Le trafic est perturbé en raison d'un incendie près de la ligne TGV à Crest, c'est dans la Drôme. Oui, le feu qui est parti à proximité d'un camp de gens du voyage. Bilan, plusieurs TGV qui ont été déviés sur le réseau classique pour les TER. Damien Charton, on vous retrouve, vous êtes à la gare de Lyon-Part-Dieu. Quelles sont les conséquences que vous observez concrètement sur le trafic aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on vient d'annoncer la reprise de la circulation sur cette ligne à grande vitesse sud-est. Je viens de le constater sur les panneaux de la gare de Lyon-Part-Dieu. Sur ces panneaux, il y a marqué aussi 1 heure de retard pour les trains venant de Marseille, 1 heure de retard pour les trains que les gens devaient prendre ici à Lyon-Part-Dieu et qui vont à Lille ou à Bruxelles, et un train qui a 3 heures de retard qui va à Bruxelles, et 1 heure de retard donc pour Lille. Donc en tout cas, voilà, les voyageurs prennent leur mal en patience. On a rencontré plusieurs personnes qui étaient un peu surprises, évidemment, par cet incendie qui s'est déclaré, vous l'avez dit, près d'un camp de gens du voyage sur la commune de Crest dans la Drôme. Et écoutez ces voyageurs qui prennent leur mal en patience au micro de Mathias Arez. Il y a eu un problème a priori sur la voie, là. Ils partent de Marseille-Saint-Charles. Là, ils annoncent 1h30. C'est un peu mieux. Tout à l'heure, ils étaient à 2h, un peu plus. Donc, on espère qu'ils vont pas tarder à arriver, quoi. On doit prendre un train pour aller à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour partir en vacances. Et voilà, il y a de fortes chances qu'on manque notre avion. À cause d'un incendie chez un tiers. Donc pas un incendie sur les voies, mais voilà, on ne sait pas ce qui a pris feu. Quelques caravanes et des déchets ont brûlé. Près de 2000 m² de feux de broussailles sont partis en fumée. 64 pompiers ont été dépêchés sur place. Le feu est fixé. Les dernières vérifications ont été faites. Donc le trafic a repris. La SNCF Réseau précise qu'elle va porter plainte. Merci beaucoup Damien Charton, donc avec Mathias Arez. On souhaitait maintenant vous montrer des images assez impressionnantes. C'est un éboulement de falaise qui s'est produit vendredi en Seine-Maritime. Oui, précisément sur la plage des Petites Dalles à Saint-Martin au Buneau. C'est là que ça s'est produit. Vous voyez ces images impressionnantes. L'incident qui heureusement n'a pas fait de victimes, mais la municipalité met en garde contre un phénomène courant. Julia Siger, Raphaël Luce. Ce vendredi, en fin de journée, des morceaux de falaise se sont décrochés, puis effondrés.
La scène s'est déroulée sur la plage des Petites Dalles en Seine-Maritime, sous le regard médusé des passants. Le pan entier s'est écrasé sur les galets de la plage, a dégagé une énorme fumée dense, massive, blanche, épaisse et collante. Si bien toutes les voitures étaient recouvertes, les gens étaient recouverts. Heureusement, personne n'était en dessous à ce moment-là. Aucune victime n'est à déplorer. Sur la vidéo jouée au ralenti, on distingue nettement 3 blocs s'écrouler et l'épais nuage de craie. Si le phénomène est spectaculaire, il n'est pas rare. Les éboulements sont fréquents sur cette côte. En effet, la falaise est fragilisée par l'érosion marine et les habitants en sont bien conscients. C'est un phénomène qui reste avant tout naturel, l'érosion, avec la force des marées, la force des vagues qui tapent contre le bas des falaises. C'est assez normal, donc c'est de la craie, mais c'est inquiétant. Un nouvel incident qui rappelle qu'il faut faire preuve de prudence et de vigilance aux abords des falaises normandes. Pierre Bazin, maire de la commune, a tout de suite pris des mesures de sécurité. J'ai demandé à mes agents de la voirie de sécuriser l'endroit pour empêcher d'aller sur l'éboulement en fait. Des barrières ont été installées et un arrêté pris pour interdire l'accès à la plage. Restez bien sur BFM TV dans un instant dans notre journal de 14h29. Nous reviendrons sur cette actualité du jour. Le parquet de Créteil qui requiert la mise en examen pour 4 meurtres du principal suspect dans cette affaire des 4 cadavres trouvés dans la Seine il y a 11 jours à Choisy-le-Roi. Après 4 jours de garde à vue lors de laquelle il est resté muet, le SDF mis en cause a été présenté à un juge ce dimanche. Tous les détails de l'enquête dans un instant. Mais avant cela, la météo d'Éléonore Bocara. Et alors que la dépression Erin s'approche de l'ouest de l'Irlande, nous sommes encore protégés par l'anticyclone. Vous voyez, la dépression se situe ici et nous sommes encore protégés. Résultat, pour cet après-midi, ce sera bien ensoleillé. À noter uniquement quelques cumulus de beau temps présents sur le nord du territoire, quelques nuages élevés vers la pointe bretonne et puis quelques ondées attendues du côté des Pyrénées. Ça pourra tourner à l'orage et puis quelques gouttes aussi pour les Alpes frontalières et le nord-est de l'île de Beauté. Du côté des températures, elles sont en légère hausse, mais il va faire quand même bien chaud au sud-ouest, 32 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Nous avons un risque d'incendie qui va demeurer élevé pour les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore le Vaucluse cet après-midi. Pour demain, eh bien, nous allons avoir encore ce temps calme. Profitez-en puisque ça va s'agiter à partir du milieu de semaine. En matinée, ce sera bien lumineux sur les 3/4 du pays. À noter ces épais nuages élevés qui arrivent par l'Atlantique avec quelques averses possibles du côté du sud-ouest et puis des entrées maritimes autour de la Méditerranée qui seront assez marquées dans l'après-midi. Les nuages élevés vont circuler un petit peu vers l'est. Ils vont se joindre à cette grisaille déjà présente. Résultat, sur la frange sud du pays, ce sera bien chargé avec quelques ondées et puis un coup de tonnerre possible une fois de plus du côté des Pyrénées-Orientales. Côté température, regardez, au lever du jour, seulement 6 petits degrés à Auxerre, 10 degrés pour Strasbourg, 15 à Paris, jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, des températures en hausse sur la moitié nord et dans l'ensemble, on sera 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison, 26 degrés à Lille, 27 à Paris ou à Strasbourg, 31 degrés du côté de Lyon ou Grenoble, 29 à Marseille, 32 à Toulouse et 34 degrés pour la région bordelaise. Alors, nous allons avoir un risque d'incendie qui sera encore élevé demain, notamment du côté du Var et par la suite. Là, ça va s'agiter progressivement. On va retrouver une nouvelle perturbation qui va arriver au nord-ouest du pays. La masse d'air bien chaude va être de plus en plus instable. Des orages vont se développer sur les régions centrales et cela va se décaler progressivement d'ici la soirée donc de ce mardi vers les Alpes ou encore le nord-est du pays. Et là, on retrouve vraiment une belle dégradation orageuse du sud-ouest au nord-est du pays pour mercredi. Des orages qui pourront être localement violents. Ce sera vraiment une situation à surveiller. Et déjà une nouvelle perturbation qui arrive sur la pointe bretonne. Pour jeudi, on va avoir encore ce temps instable présent du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'Est. Vendredi, c'est les pluies que l'on va voir débarquer de manière un peu plus intense avec un ciel à nouveau chargé et une belle perturbation. Et ensuite, pour la rentrée, un temps tout simplement automnal, dirais-je, chargé, des gouttes de pluie.
La météo des plages avec rudecommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur rudecommerce.fr. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. En bord de Manche, on va retrouver un temps bien ensoleillé. À Saint-Malo, 24 degrés dans l'air et 20 degrés dans l'eau. Pour la façade atlantique, un plein soleil à Mimizan, 27 au thermomètre et 22 pour la baignade. Du côté du golfe du Lion, du beau temps également, 26 degrés à Banyuls. Enfin, entre la Côte d'Azur et la Corse, comptez sur une Méditerranée comprise entre 25 et 26 degrés. C'était la météo des plages avec rudecommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur rudecommerce.fr. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. 14h30 sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'après-midi info à la une cet après-midi. Le parquet de Créteil qui requiert la mise en examen pour meurtre du principal suspect dans l'affaire des 4 corps trouvés dans la Seine il y a 11 jours à Choisy-le-Roi. Après 4 jours d'une garde à vue lors de laquelle il est resté muet sur les faits, le sans domicile fixe mis en cause a été présenté à un juge. Nous ferons le point sur l'enquête qui révèle peu à peu tous ces mystères avec Marie Roux qui est sur place dans un instant. L'Ukraine fête aujourd'hui les 34 ans de son indépendance, célébration auquel le président Zelensky a convié le Premier ministre canadien et l'émissaire américain, alors que la guerre en Ukraine en est à ses 3 ans et demi aujourd'hui également. Pour marquer l'événement, Kiev a lancé plusieurs attaques de drones sur une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russe. Une rentrée à la hauteur de l'histoire. Après les prises de parole publiques en juillet, les podcasts, les vidéos durant l'été, François Bayrou tente une fois encore de convaincre sur son budget dans la presse. Aujourd'hui, le Premier ministre qui donnera également une conférence de presse demain après-midi, alors que pèsent sur lui les menaces d'une mobilisation le 10 juillet et d'une motion de censure quelques jours plus tard. On en parlera avec Hugo Capelli, notre journaliste politique, et Charles Sapin, éditorialiste politique au Point. Et puis cette triste double noyade dans un parc d'Orly, dans le Val-de-Marne. 2 cousins âgés de 3 et 4 ans ont été retrouvés morts dans les eaux d'un étang pourtant interdit à la baignade. Une enquête est en cours. Mais tout d'abord, fin de garde à vue. 4 jours de garde à vue pour le principal suspect de ces 4 meurtres à l'origine de la découverte des cadavres dans la Seine à hauteur de Choisy-le-Roi il y a 11 jours. Présenté à un juge ce matin, le parquet de Créteil a requis contre lui une mise en examen pour meurtre en concours. Le point sur l'enquête avec Marie Roux, Baptiste Deveau et Matteo Pasto. Après de nouvelles constatations et l'exploitation de données numériques, les enquêteurs se sont intéressés à un homme sans domicile fixe âgé d'une vingtaine d'années, résidant dans un squat aux abords du lieu de découverte des corps. Cet homme avait d'ailleurs été contrôlé sur le secteur le 13 août dernier, jour où les corps ont été repêchés. Le 5 août déjà, des policiers le contrôlent dans son squat en possession de 2 téléphones et de cartes d'identité qui ne lui appartiennent manifestement pas. Il est à l'époque laissé libre avec une convocation judiciaire pour recel. Depuis, le parquet a découvert que ses effets personnels appartenaient à 2 des 4 victimes repêchées dans la Seine. Des victimes dont l'identité se précise également. Le premier, Abdallah, sans domicile fixe de 21 ans, a disparu fin juillet. Ce jeune homme de nationalité algérienne était une connaissance du mis en cause. Le second, Amir, 26 ans, a disparu le 31 juillet. Cet homme de nationalité tunisienne fréquentait le même squat que le principal suspect. La 3e victime se prénomme Sami. De nationalité algérienne, cet homme de 21 ans est porté disparu le 7 août dernier. Aucun lien n'a pu être établi avec le mis en cause. Le dernier corps identifié est celui de Franz, un homme de 48 ans de nationalité française. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août. L'enquête révèle notamment que Franz fréquentait les abords du lieu de découverte des corps, un lieu connu pour être une zone de rencontre éphémère entre homosexuels. La piste de crime en série à caractère homophobe est donc envisagée par les enquêteurs. Toutes ces investigations ont amené à l'ouverture d'une enquête pour meurtre en concours, une qualification rare. Donc plusieurs meurtres, donc évidemment sur plusieurs personnes avec plusieurs victimes, dans un temps distinct, sans qu'effectivement il y ait une condamnation entre ces meurtres-là. La garde à vue du mis en cause a été levée ce matin, une garde à vue durant laquelle l'homme est resté mutique sur les faits qui lui sont reprochés. Cela fait donc 11 jours qu'ont été découverts ces 4 corps masculins immergés dans la Seine. Marie Roux, vous êtes notre envoyée spéciale au tribunal judiciaire de Créteil. Le parquet nous apprend que le mis en cause a gardé le silence sur les faits reprochés lors de ces 96 heures de garde à vue. Son identité reste notamment non précisée à cette heure.
Effectivement, le parquet a confirmé que le principal suspect avait gardé le silence pendant près de 96 heures de garde à vue sur les faits qui lui ont été reprochés. Il a livré quelques éléments succincts sur sa vie, mais a expliqué son mutisme, notamment par la barrière de la langue. C'est pourquoi un interprète était présent à chacune de ses auditions. Son identité reste floue. Il se présente comme un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, sans domicile fixe. Il était déjà connu des services de police, notamment pour des faits de recel et de vol. Ce que l'on sait également, c'est que là où ont été retrouvés les 4 corps dans la Seine à Choisy-le-Roi, ce lieu était un lieu fréquenté par les personnes sans domicile fixe et notamment par le principal suspect. C'est grâce à l'exploitation des vidéoprotections et de la téléphonie que les enquêteurs ont pu établir un lien entre ce principal suspect et les 4 victimes. Marie, également dans cette enquête, il y a l'identité des 4 défunts qui se révèle petit à petit. Oui, en effet, les enquêteurs ont pu identifier progressivement les 4 victimes qui ont été retrouvées dans la Seine à Choisy-le-Roi le 13 août dernier, notamment grâce à l'ADN et au fichier national des empreintes. Alors la première victime, il s'agit d'un homme âgé de 48 ans qui n'avait pas donné signe de vie à ses proches depuis le 11 août dernier. Et c'était un habitué des lieux. Pour la deuxième victime, il s'agit d'un jeune homme âgé de 21 ans de nationalité algérienne qui n'avait pas donné signe de vie à ses proches, lui, depuis le 7 août dernier. Pour les 2 autres victimes qui ont pu être identifiées, il s'agit de 2 jeunes hommes sans domicile fixe, âgés respectivement de 21 ans et 26 ans, qui n'avaient pas donné signe de vie, eux, depuis fin juillet. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que les autopsies ont révélé des traces d'homicide, notamment sur 2 corps des 4 victimes, avec des traces de strangulation sur l'un des corps et des traces de lésions de violence sur l'autre corps. C'est ce qui a permis notamment au parquet de Créteil de regrouper les 4 procédures qui avaient été ouvertes au départ en une seule et même enquête pour meurtre en concours, c'est-à-dire meurtre multiple. Marie Roux avec Baptiste Deveau. Merci beaucoup Marie. On reparle de ce sujet avec notre invité Marc Rolland, porte-parole de l'APNM, c'est de l'Association professionnelle nationale militaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette affaire est très énigmatique au départ. On a l'impression que les avancées ont tout de même été plutôt rapides, à la fois sur l'identification des corps malgré leur état dégradé, puis sur l'interpellation du principal suspect et sur son lien potentiel avec les victimes. Grâce à quoi en particulier? Pourquoi, à votre avis, ça s'est accéléré soudainement? L'accélération s'est produite dès lors que les identités des victimes ont été consolidées par des témoignages, mais surtout par la science de l'ADN qui a permis de mettre un nom et un prénom sur des défunts dont on ignorait jusque-là leur identité exacte. Alors, on sait que le suspect est resté muet pendant sa garde à vue. On imagine que ça arrive assez souvent. Vous avez été confronté à ces cas-là. Comment est-ce qu'on peut espérer obtenir des informations de sa part plus tard? Alors justement, le droit au silence est un droit qui est reconnu, qui a désormais presque valeur constitutionnelle. Le droit de ne pas s'auto-incriminer, c'est une disposition légale qui s'impose pour toutes les personnes mises en cause dans le cadre de procédures délictuelles ou criminelles. Mais en cela, le fait de garder le silence, le fait de ne pas coopérer dans les faits avec les enquêteurs ne fait pas obstacle aux investigations judiciaires. Et dans le cas présent, on observera que c'est surtout le volet police technique et scientifique qui aura fait la différence. Merci beaucoup Marc Rolland. On reparle de ce sujet évidemment tout au long de l'après-midi dès que ça aura évolué sur BFM TV. L'actualité aussi, c'est François Bayrou qui parle demain dès 16h. Ça sera à suivre sur l'antenne de BFM TV. Une rentrée à la hauteur de l'histoire, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Hugo Capelli, bonjour. Vous êtes avec nous, journaliste au service politique de BFM TV et vous suivez en plus Matignon. À quoi s'attend demain ? Tout est en train de s'organiser, c'est-à-dire que cet après-midi, il y a du monde à Matignon pour préparer ce rendez-vous, cette conférence de presse qui aura donc lieu demain à 16h. Est-ce que François Bayrou sera tout seul face aux journalistes? Est-ce qu'il y aura d'autres ministres autour de lui? On ne sait pas grand-chose. Encore, on sait que les agendas des différents membres du gouvernement sont en train de bouger. On ne sait pas non plus ce que va dire François Bayrou. Pourquoi? Parce que le Premier ministre a une habitude, c'est d'écrire ses propres discours. Lors de la présentation du budget mi-juillet, quasiment rien n'avait filtré, si ce n'est dans les toutes dernières minutes avant la prise de parole du Premier ministre, parce que
C'est lui qui avait tout préparé et c'est lui qui s'est présenté face aux journalistes avec sa propre copie. Alors pourquoi cette prise de parole, François Bayrou l'a fait maintenant? Il était à Matignon cet été, il a travaillé. Est-ce qu'il a revu sa copie sur le budget? Il est clair que ses propositions sont contestées à droite comme à gauche, y compris dans son propre camp, par exemple, sur les 2 jours fériés. Mais si François Bayrou prend la parole, c'est parce qu'il a fait un constat. Si la classe politique ne le suit pas, il se dit peut-être que je peux avoir le soutien des Français. Il a consacré énormément de son énergie de ces dernières semaines pour parler du budget, des efforts qu'il fallait faire, qu'il faudra faire dans les prochains mois, y compris dans des vidéos YouTube. Il a créé sa propre chaîne. Qui n'ont pas été suffisamment vues peut-être. Qui n'ont peut-être pas été suffisamment vues. C'est vrai que c'est arrivé en plein milieu de l'été, les Français étaient en vacances. Il se dit qu'il y a peut-être une autre occasion de le faire parce que c'est la rentrée. D'ailleurs, à nos collègues de l'agence France Presse, il disait ceci ces derniers jours. L'enjeu pour moi est de faire passer le caractère nécessaire, inéluctable de l'effort. C'est un travail de conviction. Donc oui, aujourd'hui encore, François Bayrou pense que ces 44 milliards d'euros d'économies, les Français peuvent les comprendre et peuvent l'accepter. Donc ça, ce sera demain, cette explication de texte. Une nouvelle. Cette fois-ci, direction Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme. Pourquoi? Parce que c'est là que se tient encore l'université d'été de la France insoumise. Et c'est là que vous êtes, Anthony Lebos. Hier, vous aviez interviewé le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui semble affûter sa stratégie pour cette rentrée politique. Au menu, donc, le soutien au mouvement citoyen de blocage du 10 septembre, mais aussi ce dépôt de censure contre le Premier ministre. Oui, 2 mots d'ordre fixés par Jean-Luc Mélenchon pour cette rentrée politique. D'ailleurs, les 2 mêmes mots d'ordre que l'année dernière, censure et mobilisation. Et Jean-Luc Mélenchon nous l'a martelé hier lors de cette grande interview sur BFM TV. Il appelle au blocage général, à la grève générale le 10 septembre prochain. Il veut mener une offensive politique selon ses termes sur tous les terrains. Et dans son viseur, pas de surprise, François Bayrou, son gouvernement, ses propositions budgétaires que le leader de la France insoumise juge injustes et brutales. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'était hier. Il y aura une grève, et je l'espère, une grève générale si les syndicats le décident. Et dans l'ordre républicain, quand on est un gouvernement, on essaye, quand on n'est pas d'accord avec lui, soit de le faire changer de trajectoire, soit de le faire tomber. Il est impossible de faire changer de trajectoire, M. Bayrou. Les socialistes nous ont mis dans une mouise pas possible en croyant qu'ils pouvaient s'entendre avec lui. Il trompe tout le monde. Eh bien, donc, nous allons le faire tomber le 23 septembre. La motion. Voilà, nous voulons faire tomber François Bayrou, c'est vraiment l'objectif fixé par Jean-Luc Mélenchon. LFI déposera d'ailleurs une motion de censure le 23 septembre prochain à l'occasion de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc Mélenchon veut que ça se passe le plus vite possible. Il appelle donc ses partenaires de gauche à voter la censure dès fin septembre. Message envoyé directement, vous l'avez entendu notamment aux socialistes qui veulent encore tenter de négocier avec le gouvernement, mais aussi au Rassemblement national qui laisse toujours planer le doute de la censure sur la tête de François Bayrou. Anthony Lebos, merci avec Vincent Berthezen. Je me tourne vers vous, Charles Sapin, éditorialiste politique au Point. Merci d'être à nos côtés sur le plateau de BFM TV. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de récupérer le mouvement populaire là ? Oui, en fait, finalement, Jean-Luc Mélenchon continue une stratégie qui est assez habituelle chez lui, c'est-à-dire d'avancer sur 2 jambes. À la fois quelque chose de plus usuel, c'est-à-dire l'agenda électoral et parlementaire, mais aussi la rue. Il est dans une logique assez populiste, c'est-à-dire peuple contre élite. La seule chose, c'est que il faut revenir aux origines de ce mouvement Bloquons tout et du 10 septembre. C'est né par un patron de bar associatif en mai qui était souverainiste, pro-frexiste. Alors après, ce mouvement a pris de l'ampleur lorsque François Bayrou a présenté son budget, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mouvement très hétérogène qui est né en dehors des syndicats et en dehors des partis politiques, et c'est là où le soutien de Jean-Luc Mélenchon pourrait être contre-productif. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les messages qui étaient à l'origine les plus nombreux, on voyait beaucoup de revendications antifiscales, un peu d'obédience poujadiste. Bon, ces gens-là, viennent de la droite, c'est ça ? Alors, on ne peut pas être aussi définitif. En tout cas, il y a une partie des personnalités qui sont à l'origine de ce mouvement qui ne vont pas accepter d'être récupérées par un parti politique. Et
a fortiori par quelqu'un qui demande plus d'impôts. Puisque l'origine du mouvement, il y avait une forte, si vous voulez, connotation antifiscale. Alors, évidemment, il y a un parallèle qui peut se faire avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est d'ailleurs la crainte du gouvernement. C'est pourquoi il regarde ça vraiment de très très près. Les services de l'État, au moment où on est en train de parler, en train de regarder ça, voir notamment s'il n'y a pas d'ingérence étrangère. C'est vrai que c'est un mouvement hétérogène. Maintenant, quand on regarde la somme des messages qui sont échangés, on est très en deçà des messages qui étaient à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, prudence, on ne peut pas prédire l'ampleur d'un incendie en mesurant la taille de l'étincelle qui en est à l'origine. On va également en parler avec notre invité Frédéric Petit. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à distance. Vous êtes député des Français établis en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. Ces prises de parole protéiformes du Premier ministre, à la fois prise de parole publique sur les réseaux sociaux ou encore par la presse, comme c'est encore le cas ce matin. Est-ce que François Bayrou, selon vous, va réussir à convaincre sur son budget ? Écoutez, d'abord, je suis parlementaire, c'est pas le budget de François Bayrou qui va être le budget de la France, c'est le budget du Parlement. Je rappelle quand même ce matin, j'étais en débat sur votre antenne, le 49.3, c'est aussi un budget qui passe par le Parlement, même quand ça passe par le 49.3. La preuve, c'est que le budget de M. Barnier n'a pas été adopté par le Parlement et M. Barnier est tombé. Donc, on n'en est pas là. M. Bayrou, aujourd'hui, donne des axes. Il appelle à la responsabilité. Je pense que, vous savez, notre parti a eu 100 ans il y a un siècle, et on disait à ce moment-là, il y a 100 ans, que la démocratie, c'est des citoyens éclairés et responsables. Donc il faut leur expliquer ce qui se passe et il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Maintenant, sur ces mouvements, sur ce mouvement du 10 septembre, je crois qu'il y en a une autre qui est prévue après, évidemment qu'il faut que la colère s'exprime. Elle peut toujours s'exprimer, mais vous l'avez dit vous-même, la colère est protéiforme. On ne construit pas sur la colère. Alors, l'exemple de M. Mélenchon, c'est voilà, est-ce qu'il veut plus d'impôts, est-ce qu'il veut moins d'impôts? Personne ne sait. Il rejoint un mouvement, vous l'avez dit à mi-mot, votre éditorialiste l'a dit à mi-mot, qui nous remet aussi dans la géopolitique, parce que ce mouvement est manifestement gonflé et on est en guerre. On n'est pas comme les Ukrainiens bombardés par des bombes, on est bombardés par des messages. Et ça, c'est important. Il faut aussi que les Français en soient conscients. Il faut que chacun revienne à sa propre responsabilité. On a le droit de ne pas être d'accord avec nous. On a le droit de ne pas être d'accord. Moi, j'adore ne pas être d'accord. C'est pour ça qu'il y a de la démocratie et qu'il y a des institutions. Frédéric Petit, une question quand même. Il y a plus d'un Français sur deux qui est opposé à ce budget, plus d'un Français sur deux qui défend la journée de blocage du 10 septembre prochain. Il faut quand même que François Bayrou revoie au minima sa copie, non ? Mais c'est pas la copie du budget. Regardez, je vous prends un exemple dans ce qu'a dit M. Mélenchon hier. Il parle de la taxe Zuckman. Elle y est. On l'a dit, on ne veut pas, nous, la taxe Zuckman parce qu'elle est mal ficelée, parce qu'il faut la retravailler. Mais nous le disons, nous étions contre l'ISF. Notre parti, le parti de M. Bayrou, était contre l'abrogation de l'ISF. Nous sommes pour plus de répartition. Mais il faut travailler, il ne faut pas crier. Le Parlement, on y parle, c'est pas un hurlement où on hurle. Donc, et on dit n'importe quoi et tout et son contraire le lendemain matin. Il faut respecter les institutions. Les institutions de notre République, qui sont beaucoup plus solides qu'on ne le croit, servent à ne pas être d'accord. Ça sert à ne pas être d'accord. Et aujourd'hui, M. Mélenchon, et vous avez dit, j'ai cru que c'était une blague à mi-mot, vous avez dit tout à l'heure, un de vos éditorialistes a dit qu'il avait dit les mêmes messages que l'an dernier. Oui, c'est les mêmes messages qu'il dit depuis qu'il a compris que le Parlement et la France ont envie d'avoir plusieurs courants politiques, pas que deux. 5, 6, et ça c'est la France. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait un Parlement où on travaille, on se pose des questions, personne ne conteste que nous dépensons trop, personne ne conteste que nous dépensons trop, que nous dépensons mal. Donc ça, il faut le prendre en compte et il faut se mettre au travail. Et puis c'est dans 15 jours que ça commence. Aujourd'hui, M. Bayrou ne donne que des indications générales. Merci beaucoup Frédéric Petit, député des démocrates des Français établis hors de France. Et donc on vous rappelle que BFM TV bousculera ses programmes demain pour cette prise de parole donc, du Premier ministre François Bayrou qui donnera lieu à une édition spéciale dès 15h sur notre antenne avec nos invités, nos experts pour décrypter donc cette conférence de presse. On parle d'un tout autre sujet maintenant à l'international. C'est l'Ukraine qui célèbre aujourd'hui les 34 ans de son indépendance de l'ex-URSS pour l'occasion. Et alors que les Occidentaux tentent
tente d'arracher un cessez-le-feu au Kremlin. Volodymyr Zelensky a invité à Kiev le Premier ministre canadien Mark Carney et l'émissaire américain également Kate Kellogg. On en parle avec notre invité aujourd'hui et qu'on retrouve à distance, Violeta Moskalu. Vous êtes maître de conférence, également présidente de Global Ukraine et présidente fondatrice de Global Ukraine. Merci beaucoup d'être avec nous. Un moment important et puis un symbole, puisque cet anniversaire tombe pile poil 3 ans et demi après le début de l'invasion russe en Ukraine. Bonjour, oui, merci pour votre invitation. C'est vrai que c'est un moment toujours d'unité pour les Ukrainiens du monde entier, les Ukrainiens qui sont en Ukraine et puis tous les Ukrainiens qui sont des expatriés ou de la diaspora. L'Ukraine compte aujourd'hui 20 millions une diaspora de 20 millions en fait, hein, donc c'est vraiment une des diasporas les plus importantes dans le monde et ils suivent tous, nous sommes tous de tout notre cœur à Kiev parce que surtout en ce moment de négociations qui cherchent à les voies et qui pourraient faire aboutir vers un accord de paix. Et c'est un jour très, très important pour toute la communauté ukrainienne, Global Ukraine, comme on dit, Global Ukrainians, les Ukrainiens sans frontières du monde entier. Violeta, il y a également dans le même temps l'Ukraine qui a lancé aujourd'hui une série d'attaques de drones sur des installations nucléaires ou d'hydrocarbures en Russie. C'est aussi une façon d'affirmer en ce jour particulier pour l'Ukraine que non, les Ukrainiens ne s'avouent pas vaincus et qu'ils continueront leurs efforts, aidés si possible par l'Occident. Les Ukrainiens n'ont pas le choix, en fait. Hein. C'est une guerre existentielle. Et quand vous êtes face à la menace que votre nation n'existe plus, on essaye d'écraser l'État ukrainien, c'est ça la volonté de Vladimir Poutine, on n'a pas le choix. Donc, effectivement, on fait preuve de créativité, de résilience. Et on voit que depuis un certain temps, il y a une stratégie, visiblement, d'aller chercher le plus loin possible les infrastructures russes et aussi les drones qui est bloqué. Il n'y a pas si longtemps que ça, aussi le fonctionnement des aéroports, par exemple à Moscou. Donc on voit que tout ce qui se passe, en fait, c'est pour faire en sorte que le Russe moyen comprenne aussi que cette guerre, ça le concerne, que c'est pas la guerre juste qui est menée par Poutine et par les Kremlin, mais que c'est la guerre où toute la Russie a une responsabilité. Merci beaucoup, Violeta Moskalu, pour ces précisions. Merci d'avoir été avec nous à distance sur l'antenne de BFM TV. En bref, dans l'actualité, on souhaitait également aborder cette double noyade à Orly, dans le Val-de-Marne. 2 enfants de seulement 3 et 4 ans ont perdu la vie. Ils étaient cousins. Fanny. Oui, les leurs de corps ont été retrouvés immergés dans un étang du parc interdit, pourtant à la baignade, pour une raison qui reste encore inconnue. Une enquête est ouverte et une cellule psychologique sera ouverte dès demain par la municipalité. On passe au trafic maintenant. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et attention sur la route avec cet avant-dernier week-end de retour de vacances. Aujourd'hui, ça roule très bien dans le sens des départs, évidemment, mais c'est plus compliqué dans le sens des retours, où ça reste difficile sur l'ensemble du territoire national. Cela, évidemment, vous demande de la prudence sur la route. Et n'hésitez pas également à faire des temps de pause. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Avec Éléonore, on va voir que le temps est encore calme aujourd'hui. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Le temps est encore calme pour l'instant, profitez-en puisque ça ne va pas durer. Voyez, nous avons la dépression Erin qui est en approche vers l'ouest de l'Irlande, mais nous sommes encore protégés par l'anticyclone. Un temps calme pour cet après-midi, quelques cumulus de beau temps, quelques nuages élevés pour la pointe bretonne et puis des averses possibles entre les Alpes frontalières et le nord-est de l'île de Beauté. Un coup de tonnerre du côté des Pyrénées. Pour les températures de cet après-midi, elles sont en hausse, 25 degrés à Paris. Il va faire même très chaud au sud-ouest avec 32 degrés
degrés entre Bordeaux et Toulouse. Le risque d'incendie va demeurer élevé pour les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Pour demain, ce sera un temps calme encore sur les 3/4 du pays en matinée. Des nuages élevés assez épais qui vont arriver par l'ouest et puis pas mal de grisailles autour de la Méditerranée. Les deux vont se conjuguer dans l'après-midi. Résultat, sur la frange sud, ce sera bien chargé avec quelques gouttes et puis quelques coups de tonnerre possibles du côté des Pyrénées-Orientales. Côté température, au lever du jour, seulement 6 degrés à Auxerre, 15 à Paris jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, les températures sont en hausse, en moyenne 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison. 27 pour la capitale ou encore Strasbourg, 31 degrés à Lyon et 34 degrés du côté de Bordeaux. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Restez bien avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on revient sur l'actualité marquée naturellement par cette prise de parole de François Bayrou. Le Premier ministre parle demain à 16h. Ça sera à suivre sur BFM TV. Mais avant cela, on va décrypter et imaginer ce qu'il peut annoncer. Est-ce qu'il va revoir sa copie en ce qui concerne le budget, les économies à faire? Est-ce qu'il va tenter de convaincre? Ne bougez pas, on en parle tout de suite sur BFM TV. Un monde bleu avec le CIC. Construisons pour que le monde bouge. CIC. Bienvenue dans un monde bleu sur BFM TV en Bourgogne, devant le barrage du lac des Sétons, un lac de 366 hectares alimenté par les eaux de la Cure. Nous sommes au cœur du parc naturel régional du Morvan dans la Nièvre et je retrouve immédiatement le talentueux Sébastien Bonin. Bonjour Sébastien. Bonjour Rémi. Alors vous êtes guide de randonnée à la tête de la société Les Chemins du Vivant, tout un programme. Vous connaissez par cœur ce patrimoine naturel. Il y a un réseau hydrographique très dense, 2000 km de cours d'eau. Et au départ, une activité liée au flottage du bois. Oui, complètement. C'est pour ça que ce lac et ce barrage ont été construits. La Cure qui alimente ce barrage se jette dans l'Yonne, qui se jette elle-même dans la Seine. Et c'est comme ça que pendant des années, les Morvandiaux ont chauffé les Parisiens. Alors la région souffre un petit peu d'un manque de ressources en eau souterraine, peu de nappes phréatiques. En revanche, il y a des aquifères. Et puis, avec le réchauffement climatique, quel est l'impact des sapins qui sont aquavores? Les aquifères sont des petites nappes phréatiques qui sont alimentées par les eaux de précipitation. Les sapins, eux, ont un système racinaire de surface. Ils vont capter les précipitations et les empêcher de descendre et donc d'alimenter ces aquifères. Et puis vous avez la chance, Sébastien, avec ce lac des Sétons, d'avoir le label Pavillon Bleu qui récompense la qualité de l'eau. Donc les Morvandiaux et les Morvandais, les habitants du Morvan, vivent notamment du tourisme nautique avec beaucoup d'activités autour des bases nautiques. Vous retrouverez du pédalo, du paddle, des activités de voile, du ski nautique, du jet ski. Vraiment, c'est un endroit idéal pour toutes les activités nautiques. Merci beaucoup Sébastien. Merci Rémi. C'était Un monde bleu avec le CIC. Construisons pour que le monde bouge. CIC. Enfin, qu'est-ce qu'on a? J'ai 3 opérateurs différents, des dizaines de factures, je m'en sors plus. Avec Big, la dernière innovation de Bouygues Télécom, plus vous prenez de forfaits, moins les forfaits sont chers. Ça veut dire qu'ils sont dépressifs? Dégressif. Dégressifs, oui. C'est vraiment à la lettre près, vous. Hein. Donc, plus on est, moins c'est cher. Exactement ce que je viens de dire, du coup, oui. Ah, c'est génial, ça, c'est super. Mathéo, appelle tes cousins, même ceux que j'aime pas, appelle-les. Avec Big, le pack B-Box plus forfait, c'est jusqu'à 440 € d'économie par an pour toute la famille. Bouygues Télécom. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Édouard, je crains que nous devions nous servir nous-mêmes. Enfin, Bérangère, ça En même temps, un lave-linge classe A, 7 kilos, à moins de 280 €. On peut faire un petit effort. Ah bah alors là, tout de même, quelle folie. Serré, Édouard. Allez-y. Chez Electrodépôt, si nos produits sont en libre service, c'est pour vous garantir la qualité à prix bas. C'est la kiffance. C'est ta première carte bancaire, mon loulou. Oh, trop stylé. Tu veux que je te la garde? Non, t'inquiète. Puis je vais au ciné avec des copains, là. Ah, bah je peux venir avec vous. Non, c'est gênant. Je t'achèterai des bonbons, des petites Maman, glaces. j'ai 12 ans et maintenant j'ai une carte. Allez, ciao. Ça va aller. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto.
les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Dans le magasin U de Fessenheim, Dominique a aménagé un café au milieu des rayons. Oui, carrément. Ah, là, c'est à Rezé. Ici, le commerçant U a installé des ruches sur le toit de son magasin. Et là, c'est à côté de Pau-d'Ensac, où évidemment, Julien et son magasin U sont à fond derrière l'équipe. Et ça, c'est dans tous les magasins U. Être une coopérative de commerçants, c'est être libre d'agir localement, mais aussi de défendre partout en France votre pouvoir d'achat. Avec 150 produits U à prix coûtant, comme ces coquillettes U bio à 86 centimes. Des valeurs fortes et des prix bas. Coopérative U. C'est la rentrée sur BFM TV. L'équipe numéro 1 de l'info revient plus en forme et plus forte que jamais. Nouveau visage, seul ou à deux. Et toujours la même promesse, vous donner chaque jour le meilleur de l'actualité. C'est la rentrée sur BFM TV. Une rentrée avec vous et pour vous. Et on a hâte de vous retrouver. BFM TV, première sur l'info. Il est bientôt 15h, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de BFM TV, c'est un plaisir de vous accompagner. Cette question dans l'actualité, est-ce la dernière rentrée de François Bayrou? Le Premier ministre tentera une nouvelle fois de convaincre lors d'une conférence de presse demain à 16h, à suivre bien sûr sur BFM TV. Il veut justifier son budget et les coupes budgétaires qui vont avec. Le gouvernement craint la censure dès le 22 septembre et redoute le blocage du pays avant cela. On en parlera avec Léopold Audebert dans un instant. À la une également, ce sans domicile fixe soupçonné de 4 meurtres à Choisy-le-Roi. Sa garde à vue s'est terminée ce matin. L'individu a été déféré au tribunal de Créteil. Il pourrait être mis en examen ou placé en détention provisoire. Il est soupçonné, cet homme, d'avoir tué 4 personnes dont les corps ont été retrouvés dans la Seine le 13 août dernier. On en parle dans cette édition. Une centrale nucléaire et un terminal pétrolier visés par une attaque de drones russes dans la nuit. Voici comment l'Ukraine réagit lorsque ses appels à la paix sont ignorés, dit Volodymyr Zelensky. Alors que l'Ukraine célèbre les 34 ans de son indépendance aujourd'hui en présence d'un émissaire américain. Nous serons à Kiev dans un instant. Et puis jusqu'à 3 heures de retard à Paris pour un train en provenance de Perpignan. D'autres voyages perturbés également dans le sud-est à cause d'un incendie qui a eu lieu près des voies de la ligne de TGV entre Valence et Avignon. Nous retrouverons notre envoyé spécial Damien Charton depuis la gare de Lyon-Pardieu où les choses petit à petit commencent à rentrer dans l'ordre. Cela ressemble à un véritable baroud d'honneur. François Bayrou prend la parole demain dès 16h lors d'une conférence de presse pour défendre son budget 2026. Le Premier ministre joue gros alors que la majorité des Français sont opposés à ce projet. Oui, François Bayrou, qui coûte que coûte, doit convaincre et expliquer qu'une baisse de dépenses drastique est nécessaire pour économiser ces quelques 44 milliards d'euros. François Bayrou qui redoute par ailleurs le blocage du 10 septembre prochain et la motion de censure qui l'attend dans la foulée. Les précisions d'Adrien Spiteri, Hugo Monnier avec Stéphanie Forgeois. Prendre les Français à témoin, c'est l'objectif de François Bayrou en cette rentrée politique sous haute tension. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse pour les convaincre du bien fondé de son programme budgétaire. Mais sont-ils prêts à faire les efforts demandés par le gouvernement ? Moi, je veux bien être solidaire, au contraire, je veux être solidaire. Mais j'estime que tout le monde doit participer et que tout en haut, on doit nous montrer l'exemple. Qu'il faille supprimer des jours fériés, on peut s'interroger s'il ne vaudrait pas mieux peut-être supprimer 2 jours de congés payés, par exemple, et auquel cas, chacun pourrait utiliser ses vacances comme il l'entend. Il faut d'abord taxer les ultra-riches. C'est une honte qu'on dise que la France soit le pays où on taxe le plus les gens et en même temps l'homme le plus riche du monde il y a 4 ou 5 ans était français. Le locataire de Matignon le dit lui-même, face à la menace de la censure, seule l'adhésion des Français peut changer les choses. Alors quel message va-t-il délivrer ? Je veux remettre les choses en place sans ambiguïté et envoyer un message de mobilisation et de responsabilité. Il se dit déterminé, notamment à montrer que l'appel à la mobilisation du 10 septembre n'est pas la solution. Tout le monde a le droit de protester, mais je ne crois pas que, devant une telle crise, la réponse des Français puisse être de bloquer le pays. Un défi en perspective donc pour le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, selon un sondage Ipsos saisi pour la Tribune dimanche, publié en juin dernier.
François Bayrou sait que ses jours à Matignon sont peut-être comptés. C'est pour cela qu'il tente une dernière fois de convaincre avec cette conférence de presse demain, avec sans doute le président en soutien. Oui, le président qui a séjourné dans le Var, au fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas. Et c'est là-bas qu'on retrouve Sophie Dupont, avec Emmanuel Macron, qui, on s'en souvient, jeudi soir, a invité à dîner le Premier ministre. Peut-être que c'est là que tout s'est décidé sur cette conférence de presse, Sophie. C'est en tout cas ce que laisse entendre Matignon aujourd'hui. Car ce dîner entre le président de la République et son Premier ministre, il a eu lieu jeudi soir, ici même à Brégançon. Et moins de 48 heures après, Matignon a donc annoncé cette conférence de presse demain à 16h par François Bayrou. Matignon qui a fait cette annonce en ayant bien rappelé en amont que les deux hommes s'étaient rencontrés cette semaine. Manière de faire comprendre que cette conférence de presse, elle a tout simplement été validée par le chef de l'État au moment où François Bayrou est menacé de censure sur le budget et où les appels au blocage et à la grève se multiplient. Les contours de cette conférence de presse demeurent pour l'instant flous, mais le Premier ministre a besoin de prendre à partie à nouveau les Français, de tenter de les convaincre et d'envoyer aussi des messages aux oppositions, notamment au Parti socialiste dont dépend sa survie à Matignon. Le gouvernement qui va en parallèle lancer les concertations avec les syndicats et les formations politiques, toujours sur le budget. L'exécutif qui, vous l'aurez compris, a un objectif en cette rentrée, la stabilité, à laquelle a justement appelé Emmanuel Macron en début de semaine. Le chef de l'État qui, lui, poursuit son séjour ici au fort de Brégançon, qui n'est pas encore pour l'heure partie de sa résidence d'été, mais qui va vite être attrapé par la situation internationale, car il est attendu mercredi en Moldavie, toujours sur fond de guerre en Ukraine. Sophie Dupont avec Agathe Pichon. Léopold Hautebert, je me tourne vers vous maintenant, journaliste au service politique de BFM TV. Alors François Bayrou nous a habitués ces dernières semaines avec une sorte de catastrophisme. Demain, ce sera bis repetita à 16h ? C'est possible, en tout cas, dans la stratégie de François Bayrou. Comme le disait Sophie, il y a un mot qui revient, c'est le mot stabilité. Il s'agit d'avoir une rentrée qui soit la moins chaotique possible. Alors, chaotique dans la rue pour lui, c'est-à-dire qu'elle a peur de ce mouvement du 10 septembre potentiellement, on ne sait pas quelle ampleur il aura, mais multisectoriel, et puis chaotique à l'Assemblée nationale avec une motion de censure déjà annoncée comme étant déposée par la France Insoumise à partir de la rentrée parlementaire le 23 septembre. On ne sait pas là non plus, il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation. Combien de partis suivraient la France Insoumise ? On comprend que du côté de la gauche, c'est-à-dire Parti communiste, écologiste, Parti socialiste, on suivrait plutôt cette décision. On comprend que du côté du Rassemblement national, on attend de voir quel est le timing le plus opportun pour faire tomber potentiellement François Bayrou et surtout pourquoi derrière. Parce que c'est ça la question, c'est faire tomber, mais pourquoi derrière et pour quelle séquence politique, sachant que le président de la République, dans une interview récente à Paris Match, a annoncé qu'il n'y aurait pas de dissolution. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Ça sera vrai, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est plus sur une stratégie vraiment d'apaiser les potentiels tumultes en vue de la rentrée. Donc François Bayrou, cette carte effectivement de la pédagogie, il l'a déjà utilisée, vous l'avez dit, en juillet pendant une première conférence de presse. Il l'a utilisée sur les réseaux sociaux pendant l'été. Il la réutilise là. Attention pour lui, attention, parce qu'en politique, quand on parle, c'est pour dire quelque chose. Parler pour dire ce qu'on a déjà dit, c'est toujours un énorme danger potentiel et un risque vis-à-vis des Français qui vont se dire mais en fait on a déjà entendu François Bayrou sur ce sujet, qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus? La conférence de presse au mois de juillet avait un avantage, c'est qu'elle avait un cap clair. On s'attendait à ce contour du budget 2026. Là, est-ce que c'est pour apporter des précisions, pour revenir sur des choses qu'il a déjà dit? On le verra, mais oui, c'est pas anodin une conférence de presse, c'est toujours un acte politique très fort. Dans le fond, justement, de ce que pourrait annoncer le Premier ministre, il y a encore du flou, évidemment. On a aussi du mal à comprendre la stratégie, la forme aussi que ça peut prendre. Il y a aussi cette question des jours fériés qui a beaucoup fâché aussi bien l'opposition que également pour certains membres de la majorité présidentielle. On a l'impression que là, il va falloir pour François Bayrou convaincre un peu tout le monde. Est-ce que cette carte, justement, par exemple, des 2 jours fériés, c'est quelque chose qui pourrait être retiré? Est-ce que c'était un appât, finalement, après tout? C'est ce que dénoncent certaines oppositions, notamment certains membres de la France Insoumise qui commencent à dire, en fait, on savait très bien que ces jours fériés, c'était une sorte de grosse part du gâteau qu'on pouvait retirer assez facilement. François Bayrou, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit que c'est nécessaire. Ça a été théorisé, calculé l'apport d'économie que ça pourrait apporter au pays pour les prochains mois. On verra si c'est vraiment ça l'objet de cette conférence de presse, dire finalement on a revu nos plans. Ça paraît un peu complexe d'aller dans cette direction, mais sait-on jamais? En tout cas, lui, il a ouvert la porte à une négociation possible sur le nombre de jours fériés, mais surtout sur le type de jours fériés. Pour l'instant, on parle plutôt du 15 août et du lundi de Pâques. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre là-dessus? Peut-être. Et est-ce que c'est ça qui peut lui permettre de ne pas tomber ou d'attirer de nouveau des oppositions dans les rangs?
paraît compliqué, mais on verra donc ce qu'il en est demain. Léopold, on sait que François Bayrou fait une rentrée médiatique. Demain, il y a la conférence de presse, mais il s'est également exprimé. Hier, le Parisien, la Tribune dimanche aussi. On voit justement ce qu'il déclare. Je veux remettre les choses en place sans ambiguïté, envoyer un message de mobilisation et de responsabilité. On a l'impression que ça, on l'a déjà entendu un peu tout l'été. Est-ce qu'il ne se retrouve pas un petit peu solo, là, le Premier ministre, parce qu'on voit très peu de poids lourds du gouvernement lui jeter une bouée de sauvetage. Oui, alors on verra si déjà ils sont présents demain, c'est-à-dire que pour l'image, ça sera important. Première conférence de presse en juillet, on avait vu l'ensemble de ces équipes, des ministres qui étaient là. Est-ce que là, ça sera la même mise en scène? Ça sera important aussi pour voir comment est-ce qu'on présente les choses. Ce qui est nouveau peut-être, si on essaye d'être dans le détail, c'est hier, chez nos confrères du Parisien, de la Tribune dimanche, cette espèce de cible sur le Parti socialiste. Parce qu'on sait que c'est eux, en partie avec le RN, qui ont la clé d'une potentielle motion de censure adoptée. François Bayrou expliquait que le PS laisserait sa peau, car derrière, l'extrême droite, je cite, emporterait la mise. Mais on ne peut pas empêcher, précisait-il, les gens d'être suicidaires. Voilà, on verra si c'est la bonne stratégie de qualifier ainsi les membres du Parti socialiste pour tenter de les ramener à la cause du Premier ministre. Merci beaucoup à Léopold pour ces précisions. Évidemment, on continue d'en parler tout l'après-midi sur BFM TV. BFM TV qui bousculera par ailleurs son antenne dès demain pour cette prise donc, de parole de François Bayrou. Édition spéciale à suivre dès 15h avec nos invités, nos experts pour décrypter cette conférence de presse du Premier ministre. On reparle d'un tout autre sujet maintenant, c'est Choisis le roi avec ces 4 hommes, les corps de 4 hommes qui ont été retrouvés dans la Seine. C'était le 13 août dernier. Boris Karlamov, bonjour. Le SDF placé en garde à vue et soupçonné de ces 4 meurtres a été déféré devant un juge et le parquet demande sa mise en examen. Oui, après 96 heures de garde à vue et l'ouverture donc d'une information judiciaire pour meurtre en concours. On va rappeler que c'est une infraction plutôt rare qui désigne des crimes commis en série sans qu'aucune condamnation ne soit intervenue entre eux. Il est donc présenté en ce moment même un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Créteil en vue de sa mise en examen. Puis il passera devant un juge des libertés de la détention qui va devoir statuer sur son placement en détention provisoire. Quant au second suspect, souvenez-vous, qui avait été interpellé jeudi, eh bien, il a été relâché hier soir sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. L'enquête progresse assez vite, il faut le dire. On a en effet des informations complémentaires qui arrivent au compte-gouttes sur les victimes également. Oui, absolument. Le premier corps identifié par comparaison ADN était celui de Franz, un homme de 48 ans de nationalité française résidant à Créteil. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août dernier. Il pouvait alors fréquenter les abords du lieu de découverte des corps, connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle éphémère. Son ADN aurait été retrouvé sur une trace de sang retrouvée donc sur les vêtements du suspect. À noter qu'il correspond au corps qui présente des traces de strangulation. Il y a un deuxième corps qui a été identifié toujours par comparaison génétique avec l'ADN, extrait cette fois-ci de la brosse à dents d'un homme dont la disparition avait été signalée par ses proches. C'était le 7 août dernier. Il s'appelle Samy. Il était âgé de 21 ans, de nationalité algérienne et résidait à Choisy-le-Roi. Les 2 derniers corps étaient ceux cette fois-ci de 2 hommes SDF fréquentant régulièrement les abords du lieu de découverte des corps. Abdallah, 21 ans, nationalité algérienne. Il ne donnait plus signe de vie depuis le 26 juillet dernier. Ce jeune homme avait déjà été aperçu avec le suspect. Des photos les montrent ensemble. Il serait donc sa première victime. Et puis le dernier corps, Amir, 26 ans, nationalité tunisienne, disparu depuis le 31 juillet. Il fréquentait lui aussi le squat du bord de Seine à Choisy. Le suspect aurait en réalité utilisé sa carte bancaire après sa mort. Il n'aura en revanche pas de lien direct avec donc les 2 derniers suspects disparus début août. Reste une incertitude quant à l'identité formelle du suspect parce que lui se déclare de nationalité algérienne, mais les enquêteurs au fil d'investigation sont aperçus qu'il serait en réalité de nationalité tunisienne. Un doute existe encore sur son identité formelle, son nom, son prénom, sa date de naissance. Quoi qu'il en soit, il devrait être mis en examen dans les toutes prochaines heures. Et les enquêteurs, ils travaillent sur quelle piste pour expliquer ce quadruple meurtre? Alors les enquêteurs aujourd'hui, ils suspectent cet homme d'avoir commis ces crimes en série pour des motifs homophobes qui seraient peut-être liés, et le conditionnel est important, à l'orientation sexuelle de ses victimes. Une aversion qui pourrait notamment se découler de la religion du suspect, adepte de l'islam radical, très rigoriste, conservateur. Mais voilà, c'est une piste comme une autre aujourd'hui. Il faut donc à ce stade faire preuve de prudence sur ce mobile de meurtre sur fond d'homophobie. Pour résumer la situation à l'heure où on se parle, quelles sont les suites judiciaires possibles?
Entendu en ce moment même par le magistrat instructeur qui va donc prononcer sa mise en examen pour meurtre en concours. Puis je le disais, il y a ce passage devant le GLD, le juge des libertés et de la détention, une audience à huis clos, juge qui devra donc statuer sur son placement en détention provisoire. Mais voilà, les investigations à côté, elles vont se poursuivre puisqu'il reste encore, à l'heure où l'on se parle, beaucoup de mystères et de questions sans réponse dans cette sordide affaire. Merci beaucoup, Boris, pour ces précisions. À l'international maintenant, un moment important pour l'Ukraine qui fête aujourd'hui son indépendance. Il y a 34 ans, le pays se détachait officiellement de l'URSS et une célébration est organisée aujourd'hui à Kiev. Oui, c'est le cas sur la place Maïdan. C'est là qu'on retrouve notre envoyé spécial Pierre Barbin. La cérémonie pour célébrer donc cette indépendance devant la cathédrale Sainte-Sophie en présence pour les invités du Premier ministre canadien, de l'émissaire américain en Ukraine également, Volodymyr Zelensky, qui a rappelé que son pays se battrait jusqu'au bout pour sa liberté. Oui, alors tous les événements officiels ont malgré tout été annulés une nouvelle fois ici à Kiev. Il n'y a par exemple aucun défilé ici près de la place Maïdan, bien évidemment à cause de cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans et demi. Mais il y a tout de même eu une cérémonie solennelle donc devant la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, située à quelques centaines de mètres d'ici, présidée bien évidemment par Volodymyr Zelensky, qui a tenu un discours important en expliquant qu'il continuerait à protéger l'indépendance, la terre de l'Ukraine et le droit à une autonomie nationale pour tous les Ukrainiens, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre en sécurité sur leur terre avec leurs propres règles. Voilà ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Il a aussi expliqué bien évidemment qu'il souhaitait à tout prix mettre fin à cette guerre qui dure, je le disais, depuis le 24 février 2022 et l'invasion de la Russie, et qu'il souhaitait vraiment mettre fin au conflit le plus rapidement possible. En tout cas, cela reste malgré tout un jour de fête pour tous les Ukrainiens qui se rassemblent, vivent ce moment accompagnés de leurs proches ou de leurs amis. Certains d'entre eux viennent ici justement sur la place Maïdan, soit avec un drapeau ukrainien, soit en habit traditionnel, pour fêter justement ce 34e anniversaire de cette indépendance. Il y a aussi de nombreuses personnes qui viennent ici pour rendre hommage aux trop nombreux soldats qui sont morts sur le front ukrainien. Pierre, les frappes se poursuivent sur le terrain. L'Ukraine, notamment, a lancé une série d'attaques de drones sur une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russe cette nuit. Oui, c'est vrai que l'Ukraine vise de nouveau les infrastructures énergétiques russes avec des drones. L'un d'eux a d'ailleurs été abattu par la défense antiaérienne russe. Cela a causé un incendie sur un terrain d'un site nucléaire dans la région de Koursk, la région russe de Koursk. Les autorités russes expliquent que désormais cet incendie est maîtrisé et éteint. En parallèle, il y a donc eu d'autres attaques, notamment sur un dépôt pétrolier, cette fois situé dans la région de Saint-Pétersbourg, à proximité de la ville de Saint-Pétersbourg, toujours avec des drones ukrainiens. On le sait depuis plusieurs semaines, l'Ukraine vise volontairement les raffineries et les dépôts pétroliers pour peser au maximum sur l'économie russe. À l'inverse, la Russie continue de gratter du terrain, si on peut dire les choses ainsi, à proximité du front, notamment dans les régions de Donetsk. L'armée revendique régulièrement des villages repris dans cette région, et on sait en parallèle, c'est une info qu'a donné Kiev en milieu de semaine, que la Russie serait en train d'accumuler des troupes dans une zone de l'Ukraine occupée, cette fois à proximité de la ville de Zaporizhia. Des troupes militaires seraient donc en train d'être accumulées, ce qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir une nouvelle offensive dans les jours ou les semaines à venir. Ça veut dire donc que la guerre continue malgré le contexte diplomatique que l'on connaît aussi en ce moment. Merci beaucoup Pierre Barbin avec Fantine Danzer en direct de Kiev pour BFM TV. Nous sommes toujours avec le général Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Avant de revenir sur cette cérémonie du 34e anniversaire de l'indépendance, je voudrais rebondir sur ce que vient de nous dire notre envoyé spécial, et donc cette rumeur pour le moment de ces troupes russes qui s'amasseraient à Zaporizhia en Ukraine. Qu'est-ce qui se préparerait ? Peut-être une offensive qui irait vers le nord en quelque sorte. Zaporizhia, c'est sur le flanc du sud-ouest. Alors,
à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui elle est sous contrôle, sous occupation russe. Et donc, l'idée pour les Russes pourrait être d'essayer de percer vers le nord et donc de poursuivre la déstabilisation de l'Ukraine. Et puis Zaporijia, c'est une très grande ville. C'est près de 300 000 habitants, ce qui serait absolument dramatique, bien sûr, parce que la population, elle vit à Zaporijia. Donc il faut observer ça de très près. Ça serait bien différent de ces petites incursions qu'on voit du côté de Donetsk. Oui, exactement. Hein, du côté de Donetsk, c'est vraiment des infiltrations sur le champ de bataille. Mais là, la ville de Zaporijia pourrait être un objectif majeur. Et il reste à peu près 2 mois avant que l'automne et l'hiver ne perturbent les manœuvres sur le terrain pour les Russes. Et donc, c'est à surveiller de très près pour le renseignement ukrainien. Général, on vous redonne la parole dans un instant. Avant cela, on va écouter le président Zelensky. Il a déclaré il y a quelques instants que la présence de troupes alliées au sol en cas de cessez-le-feu était importante pour Kiev. Il vient de le dire. Et il s'est exprimé un peu avant cela en rappelant que la coalition était essentielle. Écoutez-le. C'est ce que nous faisons depuis 1278 jours que dure cette guerre, la guerre pour l'indépendance. Pour chacun de ces jours, je tiens à vous remercier, soldats ukrainiens, volontaires ukrainiens, médecins, secouristes, enseignants. Combien de fois avons-nous dit que nous voulons le silence, que nous voulons la paix, mais une paix digne et globale. Et c'est pourquoi nous comptons sur la force du monde entier. Nous disons que nous avons besoin de l'UE, oui, mais elle a tout autant besoin de nous. Et tout le monde le reconnaît, et reconnaît l'Ukraine comme telle. Non pas comme un parent pauvre, mais comme un allié solide. C'est cela la coalition des volontaires. Jérôme Pellistrandi, on voit donc cette prise de parole du président en tenue traditionnelle pour cet événement, cet anniversaire de l'indépendance, et qui rappelle un message clair, c'est qu'il y a cette coalition des volontaires qui continue de travailler pour soutenir l'Ukraine, pour obtenir la paix, mais qu'il ne faut pas considérer que l'Ukraine est le parent pauvre qu'on va aider, qu'elle aussi, elle a un intérêt pour notre paix en Europe. Mais tout à fait, il faut bien comprendre, d'abord, l'Ukraine a fait le choix de l'Europe, de ses valeurs, de sa démocratie, du respect des droits de l'homme. Donc, elle se bat depuis 3 ans et demi contre la Russie qui, elle, refuse tous ces aspects-là. Et donc, il faut voir qu'il y a la guerre, on va dire, entre guillemets, militaire contre l'Ukraine, mais il y a la guerre hybride que la Russie mène contre l'Europe. Ouais. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure à l'occasion du 10 septembre. Bon, eh bien, nous avons aussi besoin de l'Ukraine et d'une Ukraine libre, démocratique et qui puisse se défendre face à la menace russe. Donc c'est en quelque sorte le sens du message lancé par Volodymyr Zelensky. Il doit y avoir une solidarité d'ailleurs qui s'est exprimée en début de semaine à Washington lorsque les dirigeants européens étaient autour de Volodymyr Zelensky à Washington. Et parmi ces membres de cette coalition volontaire, il y a le Canada, dont le Premier ministre est invité aujourd'hui à cette cérémonie d'indépendance. Mark Carney qui a déclaré que ce n'était pas à la Russie de choisir les garanties de sécurité de l'Ukraine. On remet encore sur le devant de la scène, c'est cette question des garanties de sécurité. Absolument. C'est à l'Ukraine de choisir son destin. Et son destin, c'est d'être avec l'Europe, peut-être un jour membre de l'Union européenne, et donc ce n'est pas à Moscou d'imposer ses directives sur d'éventuelles garanties de sécurité. Et il faut bien comprendre que l'objectif de la coalition des volontaires n'est pas de faire la guerre à la Russie, mais bien de permettre de protéger l'Ukraine face donc à l'agressivité de Moscou. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. On reparle de ce sujet tout à l'heure avec vous, bien sûr. On va revenir en France et plus précisément dans la Drôme où un incendie a entraîné la pagaille sur les voies, même si, semble-t-il, ça commence à s'améliorer. Dans le sud-est de la France, le trafic a été perturbé. Il l'est encore un peu en raison de cet incendie près de la ligne TGV à Crest, c'est dans la Drôme. Oui, plusieurs TGV ont été déviés sur le réseau classique pour les TER. Damien Charton, on vous retrouve. Vous êtes à la gare de Lyon-Pardieu pour BFM TV. Des conséquences qui ont été un petit peu perturbatrices aujourd'hui avec ce feu qui était parti à proximité d'un camp de gens de voyage. C'est ça, c'est un feu de broussailles qui a brûlé 2000 m², qui est parti donc de ce camp de gens du voyage juste à côté de la ligne à grande vitesse.
Ça a occasionné un contournement par Valence-Ville et des retards jusqu'à 1 heure. Maintenant, ça va mieux. Je viens de voir le panneau d'affichage donc à Lyon-Part-Dieu. Il y a un train provenant de Marseille qui a 30 minutes de retard, mais le retour à la normale est en train d'être opéré. Il y a plusieurs voyageurs, évidemment, qu'on a rencontrés tout à l'heure avec Mathias Serres qui ont eu pas mal de retard. Écoutez-les. Il y a eu un problème a priori sur la voie, là. Ils partent de Marseille-Saint-Charles. Là, ils annoncent 1h30. C'est un peu mieux. Tout à l'heure, ils étaient à 2h, un peu plus. Donc, on espère qu'ils vont pas tarder à arriver, quoi. On doit prendre un train pour aller à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour partir en vacances. Et voilà, il y a de fortes chances qu'on manque notre avion. À cause d'un incendie chez un tiers. Donc pas un incendie sur les voies, mais voilà, on ne sait pas ce qui a pris feu. Il y a eu 2 blessés légers parmi les gens de ce camp du voyage. 64 pompiers ont été dépêchés sur place. Le feu est fixé. La SNCF Réseau déclare avoir porté plainte. Merci beaucoup Damien Charton avec Mathias Arès depuis Lyon-Part-Dieu. On souhaitait maintenant vous montrer des images vraiment impressionnantes. C'est un éboulement de falaise qui s'est produit vendredi en Seine-Maritime. Oui, on se trouve précisément sur la plage des Petites Dalles. C'est à Saint-Martin-au-Buneau. Vous voyez cet incident qui n'a fait heureusement aucune victime, mais la municipalité met évidemment en garde contre un phénomène courant. Le reportage, les explications de Julia Stiger avec Raphaël Luce. Ce vendredi, en fin de journée, des morceaux de falaise se sont décrochés, puis effondrés. La scène s'est déroulée sur la plage des Petites Dalles en Seine-Maritime, sous le regard médusé des passants. Le pan entier s'est écrasé sur les galets de la plage, a dégagé une énorme fumée dense, massive, blanche, épaisse et collante. Si bien que toutes les voitures étaient recouvertes, les gens étaient recouverts. Heureusement, personne n'était en dessous à ce moment-là. Aucune victime n'est à déplorer. Sur la vidéo jouée au ralenti, on distingue nettement 3 blocs s'écrouler et l'épais nuage de craie. Si le phénomène est spectaculaire, il n'est pas rare. Les éboulements sont fréquents sur cette côte. En effet, la falaise est fragilisée par l'érosion marine et les habitants en sont bien conscients. C'est un phénomène qui reste avant tout naturel, l'érosion, avec la force des marées, la force des vagues qui tapent contre le bas des falaises. C'est assez normal, donc c'est de la craie, mais c'est inquiétant. Un nouvel incident qui rappelle qu'il faut faire preuve de prudence et de vigilance aux abords des falaises normandes. Pierre Bazin, maire de la commune, a tout de suite pris des mesures de sécurité. J'ai demandé à mes agents de la voirie de sécuriser l'endroit pour empêcher d'aller sur l'éboulement, en fait. Des barrières ont été installées et un arrêté pris pour interdire l'accès à la plage. 15h25, restez avec nous évidemment sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette enquête qui progresse assez vite sur la question de ces 4 cadavres qui ont été découverts le 13 août dernier dans la Seine à Choisy-le-Roi. Le principal suspect a été présenté à un juge aujourd'hui et le parquet de Créteil requiert contre lui la mise en examen pour 4 meurtres donc dans cette affaire. La garde à vue du principal suspect a pris fin hier. Il sera resté muet pendant ces 96 heures. Le SDF qui a été donc présenté à un juge. Tout le point sur cette enquête qui révèle également l'identité au fur et à mesure des 4 victimes retrouvées immergées dans la Seine. Tout de suite, la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec Imaprotect. Alarme et télésurveillance. Et Léonore, on profite des derniers jours de beau temps. Oui, surtout profitez-en. Nous avons encore un temps calme et ensoleillé, mais ça ne sera pas le cas puisqu'en milieu de semaine, nous allons être influencés par cette dépression Erin que vous voyez ici qui s'approche à l'ouest de l'Irlande. Mais nous sommes pour l'instant encore protégés par l'anticyclone centré sur la mer du Nord qui faiblit mais qui est encore là. Pour cet après-midi, on va retrouver ce temps calme et bien lumineux. Quelques cumulus de beau temps vers le nord du territoire, quelques nuages
nuages élevés pour la pointe bretonne. À noter quelques averses entre les Alpes frontalières et le nord-est de l'île de Beauté. Et puis quelques coups de tonnerre possibles du côté des Pyrénées-Orientales. Pour les températures cet après-midi, elles sont dans l'ensemble en légère hausse. 25 degrés à Paris, 24 à Strasbourg, 27 à Lyon. Mais remarquez, elles sont bien élevées au sud-ouest du pays et ça va durer 32 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse. Le risque d'incendie va demeurer élevé cet après-midi pour les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Pour demain, toujours un temps calme en matinée sur les 3/4 du pays. Ce sera bien lumineux. À noter ces nuages élevés, un petit peu épais qui arrivent par l'Atlantique. On pourrait avoir quelques gouttes au sud-ouest et puis pas mal d'entrées maritimes autour de la Méditerranée. Donc un petit peu de grisaille qui va se mêler à ces nuages élevés dans l'après-midi. Résultat, le ciel sera bien chargé avec quelques gouttes de pluie. On attend aussi un coup de tonnerre une fois de plus sur le relief des Pyrénées. Du côté des températures, au lever du jour, ce sera encore un petit peu frais à Auxerre. Seulement 6 petits degrés, 10 degrés pour Strasbourg, 15 à Paris, 17 degrés à Toulouse ou à Montpellier, 21 sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, des températures bien en hausse sur la moitié nord et dans l'ensemble sur le pays, on sera 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison. On atteindra même les 34 degrés dans la région bordelaise. Nous allons avoir un risque d'incendie qui restera élevé pour le Var pour la journée de demain et par la suite, là, ça va commencer à s'agiter. On va avoir une petite perturbation qui va arriver par le nord-ouest et puis avec la masse d'air chaud qui va s'instabiliser de plus en plus avec l'approche de cette dépression Erin dont je vous parlais en début de bulletin. On va commencer à avoir quelques orages, notamment sur les régions centrales, le massif central, et puis ça va se décaler progressivement en cours de soirée vers les Alpes, vers le nord-est du pays. Et ensuite, ce sera de plus en plus agité. Attention, beaucoup d'orages possiblement violents pour mercredi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. 15h30 bientôt sur BFM TV, à la une de l'après-midi info. Aujourd'hui, le parquet de Créteil qui requiert donc la mise en examen pour meurtre au pluriel du principal suspect dans cette affaire des 4 corps trouvés dans la Seine il y a 11 jours au niveau de Choisy-le-Roi. Après 4 jours d'une garde à vue lors de laquelle il est resté muet sur les faits, le sans domicile fixe mis en cause a été présenté à un juge. Nous ferons le point sur cette enquête qui révèle peu à peu tous ces mystères avec Marie Roux. L'Ukraine qui fête aujourd'hui les 34 ans de son indépendance, célébration auquel le président Zelensky a convié le Premier ministre canadien et l'émissaire américain alors que la guerre en Ukraine en est à ses 3 ans et demi. Aujourd'hui également, dans le même temps, on vient de l'apprendre, mais J.D. Vance, le vice-président américain, a expliqué que la Russie avait fait d'importantes concessions envers Donald Trump. Nous en parlons dans quelques instants. Une rentrée à la hauteur de l'histoire. Après les prises de parole publiques en juillet, les podcasts, les vidéos durant l'été, François Bayrou tente une fois encore de convaincre de son budget dans la presse aujourd'hui. Avant une conférence de presse ce lundi, le Premier ministre qui est à pied d'œuvre alors que pèsent sur lui les menaces d'une mobilisation le 10 juillet et un peu plus tard d'une motion de censure au moins. On en parle en plateau dans un instant avec Arthur Delaporte, député du Parti socialiste. Et puis cette terrible double noyade dans un parc d'Orly, dans le Val-de-Marne. 2 cousins âgés de 3 et 4 ans ont été retrouvés morts dans les eaux d'un étang pourtant interdit à la baignade. Une enquête est en cours. Mais tout d'abord, fin de garde à vue donc pour le principal suspect de ces 4 meurtres à l'origine de la découverte des cadavres dans la Seine à hauteur de Choisy-le-Roi. Présenté à un juge ce matin, le parquet de Créteil a requis contre le principal suspect une mise en examen pour meurtre en concours. Le point sur l'enquête avec Marie Roux, Baptiste Deveau et Matteo Pasto. Après de nouvelles constatations et l'exploitation de données numériques, les enquêteurs se sont intéressés à un homme sans domicile fixe âgé d'une vingtaine d'années, résidant dans un squat aux abords du lieu de découverte des corps. Cet homme avait d'ailleurs été contrôlé sur le secteur le 13 août dernier, jour où les corps ont été repêchés. Le 5 août déjà, des policiers le contrôlent dans son squat en possession de 2 téléphones et de cartes d'identité qui ne lui appartiennent manifestement pas. Il est à l'époque laissé libre avec une convocation judiciaire pour recel. Depuis, le parquet a découvert que ses effets personnels appartenaient à 2 des 4 victimes repêchées dans la Seine.
Des victimes dont l'identité se précise également. Le premier, Abdallah, sans domicile fixe de 21 ans, a disparu fin juillet. Ce jeune homme de nationalité algérienne était une connaissance du mis en cause. Le second, Amir, 26 ans, a disparu le 31 juillet. Cet homme de nationalité tunisienne fréquentait le même squat que le principal suspect. La troisième victime se prénomme Sami. De nationalité algérienne, cet homme de 21 ans est porté disparu le 7 août dernier. Aucun lien n'a pu être établi avec le mis en cause. Le dernier corps identifié est celui de Franz, un homme de 48 ans de nationalité française. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août. L'enquête révèle notamment que Franz fréquentait les abords du lieu de découverte des corps, un lieu connu pour être une zone de rencontre éphémère entre homosexuels. La piste de crime en série à caractère homophobe est donc envisagée par les enquêteurs. Toutes ces investigations ont amené à l'ouverture d'une enquête pour meurtre en concours, une qualification rare. Donc plusieurs meurtres, donc évidemment sur plusieurs personnes avec plusieurs victimes, dans un temps distinct, sans qu'effectivement il y ait une condamnation entre ces meurtres-là. La garde à vue du mis en cause a été levée ce matin, une garde à vue durant laquelle l'homme est resté mutique sur les faits qui lui sont reprochés. Alors cela fait 11 jours que les corps des 4 hommes ont été retrouvés émergés dans la Seine. Marie Roux, bonjour, vous êtes notre envoyée spéciale au tribunal judiciaire de Créteil. Le parquet nous apprend que le mis en cause donc, a gardé le silence sur les faits reprochés lors de ces 96 heures de garde à vue. Même son identité n'a pas été précisée. Oui, effectivement, le parquet de Créteil a confirmé que le principal suspect était resté mutique pendant toute sa garde à vue, 96 heures. Vous l'avez dit, sur les faits qui lui ont été reprochés, il n'a rien dit. Il a livré quelques éléments succincts sur sa vie, mais a expliqué son mutisme en grande partie par la barrière de la langue. C'est pourquoi un interprète était présent à chacune de ses auditions. Son identité reste floue. Il se présente comme un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, sans domicile fixe. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le lieu où ont été retrouvés les 4 corps était un lieu connu pour être fréquenté par des personnes sans domicile fixe. Le suspect était un habitué et grâce à l'exploitation des vidéoprotections et de la téléphonie mobile, les enquêteurs ont pu établir un lien entre le suspect et les 4 victimes. On sait également que ce principal suspect était déjà connu des services de police, notamment pour des faits de recel et de vol. Marie, vous évoquiez justement ces 4 victimes. L'enquête, progressivement, commence à livrer des détails sur leurs identités. Oui, les identités des 4 victimes ont été progressivement trouvées par les enquêteurs, notamment grâce aux analyses ADN et aux fichiers des empreintes nationales. La première victime, il s'agit d'un homme âgé de 48 ans qui résidait à Créteil. Il n'avait pas donné de nouvelles à ses proches depuis le 11 août dernier. C'était un habitué de ce lieu situé sur les bords de Seine à Choisy-le-Roi. La deuxième victime est un jeune homme âgé de 21 ans d'origine algérienne qui résidait à Choisy-le-Roi et sa disparition avait été donnée le 7 août dernier à la police. Et puis les 2 autres victimes qui ont été identifiées, il s'agit de 2 hommes sans domicile fixe âgés respectivement de 21 ans et 26 ans qui eux n'avaient pas donné signe de vie depuis fin juillet. Grâce à l'autopsie des corps, 2 corps sur les 4 ont montré des traces d'homicide. Le premier avait des traces de strangulation, le deuxième avait présenté des lésions de violence, des traces d'homicide qui ont donc permis aux magistrats de regrouper les 4 procédures qui avaient été ouvertes au départ en une seule et même enquête pour meurtre en concours, c'est-à-dire plusieurs homicides présumés. Merci beaucoup Marie Roux. Vous étiez avec Baptiste Deveau. On rappelle également que l'enquête étant en cours, le mis en cause reste présumé innocent. On reparle toujours de ce sujet avec Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Merci d'être toujours avec nous. Alors on sait que le suspect pourrait être mis en examen. En tout cas, il a gardé le silence durant les 96 heures de garde à vue. C'est courant dans ce genre d'affaires ? Alors figurez-vous que ce n'est pas très courant, puisque l'homme est nominalement un animal qui a besoin de communiquer. Ne pas parler, ne pas discuter, ne pas répondre aux questions des enquêteurs peut s'inscrire dans un acte d'exercice des droits qui sont liés à la personne mise en cause, ou également s'inscrire dans une démarche de stratégie.
En tout cas, on peut travailler sans avoir besoin d'entendre, d'auditionner, d'écouter l'intéressé dès lors que celui-ci refuse de coopérer, puisqu'il existe d'autres actes d'investigation et on observera que dans le cas présent, le volet PTS, le volet police technique et scientifique, aura peut-être fait la différence. Justement, cette police technique et scientifique, elle a probablement beaucoup œuvré, vous me direz si c'est le cas, dans la découverte aussi des identités de ces victimes. On voit que en moins de 2 semaines, désormais, on a à la fois identifié un suspect principal, toujours présumé innocent, on le rappelle, mais aussi les victimes qui étaient dans un état, dont les corps étaient dans un état très dégradé par l'eau. Tout à fait. Et dans ce genre d'affaires, lorsque le corps est exploitable au sens médico-légal du terme, on peut s'appuyer sur des prélèvements des cas dactylaires, les empreintes des doigts. On peut s'appuyer sur l'odontologie, donc le format dentaire. On peut s'appuyer sur la description, sur les tatouages, le poids, les mensurations diverses et variées, mais également avec le prélèvement sur les structures osseuses de cet ADN qui fait partie intégrante désormais d'une enquête judiciaire. Merci beaucoup Marc Rolland pour toutes ces précisions. Tout autre sujet maintenant, sujet principal dans l'actualité, c'est François Bayrou qui va parler demain à partir de 16h. Il donne une conférence de presse. Ça sera à suivre naturellement sur l'antenne de BFM TV. Hugo Capelli, je me tourne vers vous. Vous êtes membre du service politique de BFM TV. Vous suivez en plus Matignon. C'est la der des der pour lui. C'est peut-être l'opération de la dernière chance. Tout s'organise pour le moment, donc difficile encore de le prédire. C'est vrai que les choses se mettent en place au fur et à mesure. On est à 24 heures de l'événement. On ne sait pas encore où ça aura lieu, qui sera présent. Est-ce que tous les membres du gouvernement vont être invités à entourer le Premier ministre? Les agendas sont en train un petit peu de bouger aujourd'hui. On ne sait pas non plus grand-chose sur le contenu. Ce que va dire François Bayrou, c'est vrai que le Premier ministre a l'habitude, quand les moments sont importants, d'écrire lui-même ses discours, ce qu'il doit donc faire en ce moment. Ça avait été le cas notamment le 15 juillet lorsqu'il a présenté le budget. C'était François Bayrou qui avait tout dévoilé à la presse. C'était lui qui était arrivé avec ses propres mots, ses propres phrases. Pourquoi cette prise de parole demain? François Bayrou qui est resté une grande partie de l'été à Matignon, qui a travaillé. Est-ce qu'il a revu sa copie? Est-ce qu'il va revenir sur les propositions qu'il avait fait sur le budget? C'est vrai qu'il a été très contesté tout au long de l'été par la classe politique, à droite, à gauche, y compris dans son propre camp. En tout cas, ce rendez-vous de demain, ça sonne comme la rentrée du gouvernement, en tout cas pour celle de François Bayrou. Rentrée sociale dans la semaine également, à la rencontre de la CFDT, du MEDEF. Rentrée politique aussi, puisque des rencontres vont commencer avec les différents groupes politiques. On sait que Matignon a très envie notamment de convaincre les socialistes de voter ce budget. Il y a donc un enjeu très important dans les prochains jours pour le Premier ministre, c'est de convaincre la classe politique et aussi de convaincre les Français. François Bayrou qui l'a dit à certains de nos collègues de l'agence France-Presse, l'enjeu pour moi est de faire passer le caractère nécessaire, inéluctable de l'effort. C'est un travail de conviction. Ça veut dire que oui, François Bayrou veut encore essayer de convaincre que son budget, les 44 milliards d'euros d'économie, eh bien, les Français peuvent l'accepter. Merci Hugo Capelli. Vous avez fixé en effet le cadre dans lequel va devoir s'exprimer le Premier ministre, à savoir cette rentrée sociale, cette rentrée politique qui s'annonce peut-être un peu compliquée. On prend la direction de la Drôme à Châteauneuf-sur-Isère où se tient l'université d'été de la France Insoumise que vous avez suivi pour nous. Anthony Lebos, vous avez interviewé d'ailleurs hier le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, pour sa première grande interview de la rentrée. Le chef de file qui affûte en effet cette stratégie de cette rentrée politique avec à la fois le mouvement social du 10 septembre en ligne de mire, mais aussi cette motion de censure. 2 mots d'ordre pour cette rentrée de la France Insoumise, les 2 mêmes d'ailleurs que l'année dernière, censure et mobilisation. Jean-Luc Mélenchon nous l'a martelé lors de sa grande interview hier sur BFM TV. Il appelle au blocage général, à la grève générale le 10 septembre prochain. Il veut mener une offensive politique, c'est ce qu'il dit, sur tous les terrains, dans le viseur du leader de la France Insoumise, François Bayrou, son gouvernement et ses propositions budgétaires que Jean-Luc Mélenchon juge injustes et brutales. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'était hier. Il y aura une grève, et je l'espère, une grève générale si les syndicats le décident. Et dans l'ordre républicain, quand on est un gouvernement, eh ben on essaye, quand on n'est pas d'accord avec lui, soit de le faire changer de trajectoire, soit de le faire tomber. Il est impossible de faire changer de trajectoire, monsieur Bayrou. Les socialistes nous ont mis dans une mouise pas possible en croyant qu'ils pouvaient s'entendre avec lui.
il trompe tout le monde. Eh bien, donc, nous allons le faire tomber le 23 septembre. François Bayrou mène une politique de classe qui ne demande aucun effort aux riches, dit-il aussi à propos du Premier ministre. Et Jean-Luc Mélenchon en est persuadé. Il ne reste plus que quelques semaines de vie pour le gouvernement de François Bayrou. D'ailleurs, la France Insoumise va déposer une motion de censure à partir du 23 septembre prochain, date de reprise parlementaire à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc Mélenchon ne veut pas perdre de temps. Message d'ailleurs directement adressé à ses partenaires socialistes qui veulent tenter de négocier avec le gouvernement, mais aussi au Rassemblement national qui fait planer toujours la menace de la censure sur la tête de François Bayrou. Merci beaucoup Anthony Lebos avec Vincent Berthezen. Invité avec nous sur le plateau de BFM TV, Arthur Delaporte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS du Calvados, porte-parole du Parti Socialiste. Première question, Anthony Lebos nous tendait une perche. Vous allez la voter, cette motion de censure déposée par les Insoumis ? Alors déjà, pour vous dire que nous ne comptons pas aujourd'hui donner du crédit à François Bayrou et nous le censurerons s'il continue à présenter un budget tel qu'il l'a présenté le 15 juillet. C'est très clair. On le dit d'ailleurs depuis qu'il a fait sa dernière conférence de presse. En l'état, rien ne va et donc c'est la censure assurée. Rien ne va du tout. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative ? Alors, nous aurons l'occasion dans les prochains jours de présenter des propositions alternatives. Ce qui est sûr, c'est que toutes les orientations de François Bayrou sont en faveur de la continuation des politiques qui ont été menées depuis 2017, c'est-à-dire des politiques qui ont creusé le déficit public, 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux faits aux plus riches, aux grandes entreprises. Et ça, c'est évidemment impossible. Et François Bayrou n'envisage pas à ce stade de revenir dessus. Et puis, il y a aussi des nouvelles économies qui vont être faites sur le dos des travailleurs. Et ça, on ne peut pas l'accepter non plus. On ne peut pas accepter, par exemple, la suppression des jours fériés. Et je vois même qu'au sein de la majorité, en tout cas de ceux qui gouvernent, ça divise profondément. Mais au-delà de ça, on a aussi les franchises qui vont augmenter sur les médicaments. On a aussi tout un tas de coupes sur les services publics qui sont à venir. Et nous ne pouvons nous résoudre à cela parce que c'est dangereux. C'est dangereux à la fois pour les Français, c'est dangereux pour notre économie. C'est un caractère récessif de contracter à ce point la dépense publique. Et donc, finalement, le meilleur pour la France, ça serait que François Bayrou s'en aille. Mais Arthur Delaporte, une dissolution, 2 motions de censure en un peu plus d'1 an et demi, est-ce que vous pensez que c'est bien raisonnable ? Est-ce que vous pensez que les Français ont envie de ça ? Moi, je pense que la dissolution était sans doute l'acte le plus déraisonnable depuis 50 ans. Maintenant, on doit faire avec la situation politique qu'on a. Et moi, je ne crois pas que ce soit raisonnable que le Premier ministre s'entête à rester à Matignon avec un plan qui ne convainc personne. Si je lis ses déclarations ce matin, il dit « c'est l'opinion publique qui sera à la fin le maître ». Sauf que je constate aujourd'hui que tout ce que propose François Bayrou est rejeté en masse par les Françaises et les Français. Il n'arrive pas à nous convaincre. Donc s'il n'arrive pas à nous convaincre, eh bien, il faut qu'il parte. Les Français et les Françaises qui, pour 7 sur 10, quasiment d'entre eux, disent qu'ils adhèrent au mouvement social, au mouvement citoyen qui sera lancé le 10 septembre pour bloquer toute la France. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation citoyenne et est-ce que vous vous joindrez à la France insoumise pour apporter votre soutien ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends profondément les raisons de la colère, de l'exaspération de celles et ceux qui aujourd'hui, avec ce gouvernement qui continue à donner l'impression de favoriser les plus riches au détriment des travailleurs et des classes précarisées, finalement mènent une politique injuste. Donc oui, je comprends cette colère. Oui, nous regardons avec attention au Parti Socialiste cette mobilisation du 10 septembre et nous comprenons pourquoi certains ont envie de s'y joindre. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression d'instrumentaliser une telle colère ou une telle expression. Nous, on est derrière le mouvement social, on n'est pas devant, parce que nous, notre objectif en tant que parti politique, c'est d'offrir un débouché. Ce débouché, il aura lieu à l'Assemblée nationale, par la censure si François Bayrou ne fait pas un virage à 180 degrés. Il aura lieu aussi par une autre politique, celle que nous proposerons début septembre. Instrumentaliser, c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon, là, selon vous ? En tout cas, c'est ce qu'il donne l'impression de faire. Et qu'est-ce que vous pensez justement des prises d'opposition de Jean-Luc Mélenchon lors de cette université d'été ? On a entendu des huées quand le PS a été évoqué, beaucoup d'animosité vis-à-vis des socialistes. Et moi, je ne règle pas mes différends politiques par l'invective. Je pense qu'on doit être dans une politique qui est par le sérieux, par la radicalité dans les propositions alternatives que nous formulons, mais dans le respect permanent. Et c'est comme ça qu'on peut avancer en démocratie. Merci beaucoup. Merci Arthur Delaporte d'avoir été avec nous et sachez que BFM TV va naturellement bousculer son antenne demain pour vous faire vivre cet événement. La prise de parole de François Bayrou, édition spéciale dès 15h avec nos invités experts pour décrypter cette conférence de presse du
Premier ministre. 15h45 dans l'actualité internationale à présent, cet anniversaire, 34 ans d'indépendance fêtée aujourd'hui en Ukraine, de l'ex-URSS, cette indépendance. Et pour l'occasion, alors que les Occidentaux tentent d'arracher un cessez-le-feu au Kremlin, Volodymyr Zelensky, lui, invite à Kiev le Premier ministre canadien ainsi que l'émissaire américain en Ukraine. C'est une fête qui coïncide tristement avec un autre marqueur, les 3 ans et demi jour pour jour du début de la guerre en Ukraine. Dans le pays, le moral des soldats aussi entre espoir de paix, colère contre l'envahisseur russe. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Barbin, Fantine Danzer. Sa vie a basculé au mois d'octobre 2022. Ce sniper de l'armée ukrainienne était en mission dans la région de Bakhmut lorsqu'il a reçu une balle dans le cou. Il est aujourd'hui paralysé. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien en dessous du torse. Mais le plus important, c'est que j'ai toujours mes mains et ma tête. Sacha a pourtant choisi de rester vivre en Ukraine avec sa compagne, car il croit à l'indépendance de son pays. Les Ukrainiens continueront à se battre jusqu'au bout. Nous ne baisserons pas les bras et l'Ukraine restera libre. Pour ce week-end de célébration, le couple retrouve des amis. L'occasion de se remémorer certains souvenirs. Mais la guerre n'est jamais très loin. Ça, c'est chez moi, dans la région de Kherson. Elle est sous occupation depuis le début de la guerre. Je sais que ce sera douloureux et difficile, mais mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est notre victoire. Anton est d'ailleurs soldat sur le front ukrainien. Il est en permission pour la première fois depuis 8 mois. Il dit aujourd'hui avoir une mission à mener. On se bat pour notre indépendance. C'est le devoir de notre génération. On doit le faire pour nos ancêtres. L'Ukraine célèbre donc aujourd'hui sa 34e année d'indépendance avec un espoir encore plus fort que les années précédentes, sans doute celui de trouver enfin un accord de paix et obtenir des garanties de sécurité solides pour le pays. Et on va rejoindre notre correspondant en Ukraine, Cyril Amourski. Bonjour, vous êtes actuellement à Tchernihiv, puisque c'est là qu'a lieu aujourd'hui un nouvel échange de prisonniers. Oui, tout à fait. L'échange a eu lieu au niveau de la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine. Et on attend en ce moment même justement l'arrivée des prisonniers de guerre ukrainiens qui viennent tout juste d'être libérés. On parle de 146 personnes. Et parmi ces personnes, il y a notamment l'ancien maire de la ville de Kherson qui a été occupé jusqu'au mois de novembre 2022. Et le maire donc a été libéré aujourd'hui au cours de cet échange. Vous le voyez derrière moi, il y a des centaines de familles qui attendent potentiellement que justement leur fils, leur conjoint, peut-être leur mari puissent être libérés. Et j'ai d'ailleurs rencontré quelques personnes que j'avais déjà croisées au cours des dernières fois, au cours des derniers échanges. Et donc ce sont des moments où la population espère véritablement retrouver leurs proches, mais ils n'en sont absolument pas sûrs. Et on attend dans les minutes à venir justement ces prisonniers de guerre ukrainiens. Merci beaucoup Cyril Amourski, en direct depuis Kiev en Ukraine. On revient en France maintenant avec cette tragédie triste, double noyade. 2 enfants de 3 et 4 ans ont perdu la vie hier dans un parc municipal à Orly, dans le Val-de-Marne. Ils étaient cousins. Oui, leurs corps ont été retrouvés immergés dans un étang d'un parc. Un étang pourtant interdit à la baignade pour une raison encore inconnue. Une enquête est ouverte et une cellule psychologique sera ouverte dès demain par la municipalité. Adrien Spiteri. C'est devant cette bâtisse, dans ce plan d'eau, que le drame s'est déroulé hier. 2 enfants de 3 et 4 ans sont morts noyés dans l'après-midi. Alors ce matin, pour ces habitués du parc des Méliès, c'est le choc. Oh bah c'est terrible, hein. Ça fait un coup. Hein. Vous vous rendez compte, des enfants de 3 et 4 ans qui se noient, c'est affreux quand même. Et à mon avis, ces 2 enfants sont descendus tout seuls là-bas, puisqu'il y a 2 ballons qui sont restés là, je pense que c'était à eux. Emilia promenait justement son chien quand les recherches ont commencé. J'ai entendu juste un monsieur ici sur le chemin qui appelait. Et là, j'ai compris qu'il cherchait un enfant. Et ce n'est qu'un long moment après qu'une voisine m'a appris que la disparition de 2 petits garçons. Purement décoratif, ce plan d'eau est interdit à la baignade. Pourtant, selon un riverain, des accidents ont déjà été évités de justesse. C'est des épisodes où des enfants ils sont tombés dans l'eau, mais qui ont été repêchés à temps, où leurs parents ils ont été assez réactifs pour les sortir. J'imagine qu'ils attendaient la rentrée scolaire maintenant, qu'ils se préparaient, et ils sont juste sortis pour jouer un petit peu. Ils se sont retrouvés dans un drame comme ça, j'ose même pas imaginer. On ne sait pas à ce stade comment les enfants se sont retrouvés dans le plan d'eau, mais ils rejoignent la longue liste des personnes mortes noyées cet été. 268 décès ont été recensés entre le 1er juin et le 13 août. On passe au trafic maintenant.
l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Bon, ça va mieux qu'hier, mais il y a quand même encore du monde sur les routes aujourd'hui. Dans le sens des départs, c'était vert. Heureusement, pour les retours, c'était orange, et ça partout en France. Courage pour celles et ceux qui reprennent le travail dès demain. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et tout de suite la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Et Éléonore, on profite des derniers jours de vacances, mais aussi des derniers jours de beau temps. Oui, surtout profitez-en, puisque ce sera un petit peu plus agité à partir de la semaine prochaine, milieu de semaine, à cause de la dépression Erin que vous voyez qui s'approche à l'ouest de l'Irlande. Nous sommes toujours protégés par l'anticyclone en attendant, donc on en profite. Une après-midi bien lumineuse aujourd'hui. À noter quelques cumulus de beau temps, un petit peu de nuages élevés présents sur la pointe bretonne, des averses entre les Alpes frontalières et le nord-est de la Corse, et puis un coup de tonnerre possible du côté des Pyrénées-Orientales. Du côté des températures, elles sont en hausse et c'est bien marqué au sud-ouest. Regardez, 32 degrés entre Toulouse et Bordeaux, avec un risque d'incendie qui reste élevé pour les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse pour aujourd'hui. Pour demain, encore un temps calme. On en profite, vous l'avez compris, ce sera bien lumineux pour les 3/4 du pays, mais nous avons des nuages élevés assez épais qui arrivent par l'Atlantique et que l'on va retrouver particulièrement au sud-ouest du pays, avec pas mal de grisailles vers la Méditerranée. Les deux vont se rejoindre dans l'après-midi, donc un ciel chargé, quelques gouttes de pluie et puis un coup de tonnerre possible une fois de plus sur le relief des Pyrénées. Pour les températures, regardez, au lever du jour, seulement 6 degrés du côté d'Auxerre, 15 à Paris, jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, on retrouvera une hausse des températures, particulièrement sur la moitié nord, avec ces températures bien élevées une fois de plus au sud-ouest, 32 à Toulouse et jusqu'à 34 degrés pour la région bordelaise. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Restez bien avec nous sur l'antenne de BFM TV. Dans un instant, nous revenons sur l'actualité et cette prise de parole très attendue demain à partir de 16h de François Bayrou. Une conférence de presse pour tenter de convaincre à la fois les Français, mais également les syndicats et son opposition qui pourrait bien le censurer dès le 22 septembre prochain. En ligne de mire aussi, peut-être le blocage de la France le mercredi 10 septembre prochain. François Bayrou va essayer de défendre une fois de plus son budget 2026. À tout de suite.